Ok, bah. Ok. Oui, Écoute, t'as raison, on va refaire. dans ce cas-là, on reprend. Steph, est-ce que tu peux Faut pas t'introduire me répéter. à tout le monde? Donc, je m'appelle Stéphanie Gâteau. J'ai 56 ans, je suis maman de 3 enfants, 2 grandes filles de 23 et 26 ans, et un petit grand garçon euh, qui est en fait aussi mon aidant du quotidien, puisque je suis polyhandicapée, et, et qui est aussi le cofondateur de la start-up que j'ai créée. Voilà, je travaille sur différents sujets, mais systématiquement, je ne peux pas en empêcher. C'est des sujets à impact positif, forcément. Pour moi, c'est un peu ma ligne de conduite, que ce soit à travers mon cabinet de conseil, que ce soit la start-up, que ce soit mes engagements. Tes Parce bouquins? que j'ai créé un collectif, je suis en train de travailler sur un manifeste dans la tech, et tout tourne à peu près systématiquement autour de la même problématique, c'est comment rendre le monde accessible à tous. Voilà. Ok, très clair. Dans quel environnement est-ce que tu as grandi? C'est la question un peu qu'on pose Alors, toujours. c'est un peu compliqué. En fait, c'est pas tellement l'environnement humain, quoique, je vais en parler après, mais euh, c'est le fait d'avoir des handicaps et de ne pas le savoir, Tu qui le a savais été pas? très... Non. Ok. En fait, j'avais toujours un décalage avec les gens, même petite. Je voyais que les gens rigolaient, moi pas, que je comprenais pas les questions. En fait, j'avais pas pris conscience de ma surdité, parce que c'est des choses, en tout cas dans mon environnement, dans lequel on parle pas de ça. Donc, pour rapidement parler des différents handicaps que j'ai des troubles moteurs. Donc, j'ai des paralysies qui m'amènent des fois à être en fauteuil électrique. Donc, des fois, c'est qu'un bras qui marche pas. Parfois, c'est les 2 bras. Parfois, c'est personne. Donc, je suis alitée. Et donc, forcément, ça a un impact aussi. Et les premières fois où j'ai eu des paralysies, j'ai pas osé en parler. Je voulais pas embêter mes parents. Je me dis, c'est pas grave. Enfin, à aucun moment donné, je me suis dit, ça va être tout le temps, ça va arriver régulièrement, ça va s'aggraver. Et pendant longtemps, je voulais pas embêter mes parents avec mes problèmes, ni de douleur, ni de troubles que j'avais, ou le fait que je comprenne pas tout. J'avais vraiment l'impression, en tout cas, d'être à part dans ma bulle. Et donc, je communiquais pas du tout. Alors, par la suite, j'ai commencé à écrire. J'ai eu d'autres modes d'expression. Je pense que mes parents avaient pressenti qu'il y avait des choses difficiles pour moi, même si à leur époque, on n'en était pas au stade en termes d'expertise sur le handicap comme aujourd'hui. Mais ils m'ont inscrit à des cours de dessin qui étaient pour des enfants en situation de handicap. Ok. Donc ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille, pas du tout. Moi, je suis arrivée, j'ai trouvé ça génial Ok. parce que je découvrais une autre manière de parler, de fonctionner. Et puis, on était tous là pour le Une plaisir, pour rencontre. passer un bon moment. Je me suis pas dit, tiens, je suis dans quelque chose d'atypique, tu vois. Ça m'a pas mis, moi, j'ai pas remarqué ce genre de choses. J'ai fait de la peinture, j'ai été au conservatoire, j'ai même fait de la danse, des claquettes, j'ai fait du saxophone. Alors maintenant, je peux plus, c'est trop compliqué, mais je faisais beaucoup de jazz. Et puis j'ai écrit aussi. Et d'ailleurs, ma deuxième fille, on est à son 3e recueil, elle écrit aussi. Et elle aussi, elle a eu un parcours compliqué parce que non-verbal pendant des années. Donc c'est plus ce qui m'a défini au début, qui a été compliqué pour comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais. Une fois que j'ai eu des clés, tu vois, par exemple, comme l'autisme, j'ai compris pourquoi je fonctionnais pas comme tout le monde, pourquoi. Mais ça a été vraiment un apprentissage super compliqué, mais en même temps, par la suite, qui m'a donné des clés pour construire des choses aussi, faire des propositions différentes. Et puis surtout avec cette volonté de se dire, quand je dis il faut rendre le monde accessible à tous, c'est vraiment, voilà, on est tous différents, Bien sûr. on a tous du talent, il est différent. Moi, je serai jamais championne de tennis. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque ce que j'aime, c'est la stratégie, entre Ouais, autres, et clair. l'innovation dans la tech. Donc, quelque part, c'est pas grave, tu vois. Je suis mauvaise cuisinière, bah, c'est pas grave, je sais faire d'autres choses. Euh, T'apprends en expérimentant en fait. Ouais, Comme exactement. empirique, ok. Mais du coup, tu vois, il y a beaucoup de gens que ça déstabilise parce que ils m'interpellent sur des problématiques précieuses et importantes, puisque c'est leur stratégie, tu vois, leur stratégie de déploiement, la faisabilité des projets, etc. Donc, mon avis va être dirigé ou pas euh, la faisabilité de leur projet. Tu me mets devant une imprimante, j'arrive pas à m'en sortir. Je suis en mode panique. Je sais que je vais pas y arriver. Donc il y a un contraste, mais pareil, une fois que tu sais que c'est dû
un trouble que, au début, tu te dis: «Je suis le Pierre Richard» et je suis toujours la fille de Pierre Richard parce que je suis hyper maladroite, je suis sans filtre, donc des fois, je fais des boulettes, parce que ça se fait pas dans les codes sociétaux de Ouais, se je comprends, je suis comporter un peu comme comme toi ça, aussi, ouais, je ou d'être comprends. un peu direct, tu vois? Hem, mais c'est pareil, une fois que tu le sais, tu arrêtes de lutter contre ça parce que tu sais que tu pourras pas le changer. Donc déjà, ça apaise et tu récupères de l'énergie parce que tu essayes plus de lutter contre quelque chose, que tu croyais non seulement être un défaut, et non pas une richesse, tu vois? Mmh. Mais en plus parce que tu as compris que tu pourras pas le changer. Moi, la surdité, je suis pas pareillable, pas opérable. Donc mon seul moyen de communication, c'était de me mettre à la lecture labiale, Parler, OK. tu vois? Donc j'aurais peut-être jamais appris ça, si j'avais pas et Tu pas au certainement courant, si j'avais bien pas été sûr. handicapée. Mais si tu veux, en fait, toute mon enfance a été conditionnée par tous ces éléments différenciants, mais c'est pas vraiment le cadre en lui-même extérieur. Parfois, c'est les parents parce que, ça peut être des oncles, des tantes, des gens que tu as croisés. Si ce n'est qu'à un moment donné quand même, ce qui m'a aidée à avoir un déclic, c'est que, j'allais au catéchisme et à ce qui s'appelait à l'époque le patronage. OK. Il y avait les filles, les C'est quoi? garçons, Ah d'accord, OK. séparés et cetera. Séparation. Et ce qui m'a éblouie pour toujours, c'était cette capacité qu'avaient les religieuses de l'époque. En plus, c'était joli, ça s'appelait, c'était la communauté de la réconciliation. Je trouvais ça trop beau. Il n'y avait pas de conflit, on Bien sûr. apprenait à gérer justement les différents. Et en fait, elles accueillaient tout le monde tel qu'ils étaient, tu vois. Donc il y avait des enfants de quartiers défavorisés, il y avait des gens, moi je suis née dans le 15e, il y avait de tout. Et elle se réjouissait, elle t'accueillait avec le sourire, elle était super contente de te voir. euh, et tout C'est était excellent. simple en fait, tu vois. Mmh. Et on avait juste l'objectif de passer un bon moment, de construire des choses parfois manuelles ensemble, etc. Et c'est le lieu dans lequel je me suis sentie la plus respectée pour ce que j'étais. Tu vois, alors qu'à l'école, ça a été tout de suite compliqué. J'étais dans ma OK, bulle, c'était violent pour moi parce qu'on me demandait des choses que je savais pas faire, que je comprenais pas, bien sûr. parce que mon cerveau fonctionnait différemment. Et donc forcément, je voyais tout le monde en 3 secondes qui avait compris. Je me disais, ils sont super intelligents. Et j'ai pas ça. Même quand j'ai été après par la suite en prépa, je me suis dit, j'ai eu un coup de chance. À chaque fois, je me suis dit, c'est de la C'est de chance. la chance, ouais. C'est le hasard. Et ils n'ont pas vu que je fonctionnais mal. Donc, je me faisais hyper discrète, mais pourvu qu'ils ne se rendent pas compte Et toi, tu avais que, tu confiance vois. de ton diagnostic? Ou Après, tu ton... vois, j'ai eu, au fur et à mesure, j'ai compris, puis j'ai essayé de me renseigner, etc. Alors, en cachette, parce que je me suis dit, j'en parlais pas, j'en ai pas parlé pendant des années, hein, même au niveau professionnel, mais la surdité, je m'en suis rendu compte à 20, 21 ans. Du coup, je me dis, mais Ah ouais, quand super, même. je comprends pas les gens, parce qu'en fait, intuitivement, j'ai plein d'infos, et je devinais des choses selon le contexte. On sait que le non-verbal, c'est 80% en fait. Hmm, On ne l'utilise pas parce que vous avez le son, mais moi, ça me donne plein bien sûr. d'infos, tu vois. C'est clair. Et intuitivement en plus, parce que le corps développe, surdéveloppe, il compense. Et, c'est ce qu'on appelle la compensation en termes de handicap. Tu perds un sens, il va surdévelopper les autres. Donc en fait, le corps en fait, nous C'est met ouf. des cadeaux entre les mains pour compenser Bien le sûr, reste, tu vois. Et je pense que le fait d'être autiste et d'avoir un cerveau qui fonctionne en arborescence et assez vite, ça m'a donné aussi cette agilité de pouvoir répondre et d'anticiper en me disant, là on va parler de cette thématique et j'ai déjà mon wording, j'ai déjà les objections quand je suis sur un projet, ouais, bien sûr, je me t'as suis t'as déjà ta posé map, la ouais. question de ça et de ça, donc j'arrive, je sais que c'est une des rares choses où j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir un domaine d'excellence et d'expertise que d'autres n'ont pas, puisqu'ils n'ont pas eu cette Bien expérience, tout sûr, ouais, ouais, ouais. simplement, hein. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bons que moi. Entendu. Moi, j'ai été sur un terrain où on est dans le test and learn. Moi, j'ai 56 ans d'expérience. Quelqu'un qui fait de la lecture Ouais. labiale intuitive, puisque c'est le mot exact, euh, depuis seulement 2 ans, il est en mode panique. Il n'arrive pas à gérer ses Bah oui, bien sûr. réunions, et, tu vois. Donc voilà, donc c'est pas tant l'environnement que la confrontation à la situation, et que ce soit dans une école, que ce soit même amicalement, j'ai pas eu d'amis parce que c'était trop compliqué. Et je pense que c'était dû à ma surdité et puis parce que j'avais pas les codes et je comprenais pas les gens du tout.
souvent, il y a beaucoup de gens qui le disent, on se sent comme des extraterrestres, tu vois. Moi, les sujets qui me passionnaient, je voyais bien que ça embêtait tout le monde et ça n'intéressait personne. Donc, t'en conclus que t'es pas intéressant. Donc, ton estime de soi, elle est juste ruinée, quoi. Et tu te dis, c'est pas la peine que j'aille vers les gens puisque je les intéresse pas. L'autre chose, c'est que je m'ennuyais super rapidement. Bon, je m'ennuie toujours super rapidement. Ouais, Mais bien sûr. je me disais, pourquoi je m'ennuie à ce point-là? Pourquoi ça m'intéresse pas d'aller à la cantine et discuter avec tout le monde, même avec des collègues? Tu vois, je me disais, pourquoi? Donc, je me disais, c'est de ma faute, je suis associable, une fois de plus, on se déprécie en se disant, je fonctionne pas comme les autres, donc forcément, je suis pas inapte, mais je suis moins bien qu'eux, tu vois. Ok, mais Et ça, c'est super compliqué. c'était quoi la raison pour laquelle tu t'ennuyais autant avec tes collègues? Alors après, il y C'est des a sujets, ce parce que qu'on tu... appelle entre guillemets le fait d'être, mais que j'ai découvert des années après, hein, le fait d'être ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme, haut potentiel ou multipotentiel, ou même le trouble de l'autisme, on sait qu'on a des centres d'intérêt Ouais, des particuliers facilités aussi. dans lesquels on s'engouffre, tu vois, les gamins qui parlent que des dinosaures qui peuvent te sortir toutes les Tête espèces de en 10 fou, secondes. ouais, Bon, moi, tu vois, en ce moment, c'est l'IA depuis 3 ans, mais pourquoi? Parce que c'est juste passionnant et que je m'éclate. ouais. J'ai fait de la stratégie parce que, en termes de multipotentialité, on touche à tous les sujets pour construire une stratégie. Il y a plein de conditions de réalisation, il y a des obstacles, il y a des freins, et c'est juste, pour moi, hyper excitant. Donc, j'adore être là-dedans. Donc, ça peut être un talent, mais effectivement, moi, parler, je vais exagérer le trait, mais prendre le thé et discuter pendant 2 heures de sujets où je vois pas de problématique, où je suis pas obligée de débattre, où je vais pas m'enrichir et je vais parler de choses quotidiennes qui, pour moi, sont plates et m'ennuient super rapidement. C'est gênant parce que, en plus, les personnes autistes n'ont pas beaucoup de filtres et donc on dit les choses directes, Hmm. parfois maladroitement. Mais c'est dommage parce que tu as tellement d'autistes, il y a des stats folles. Les autistes qui se censurent, la grande majorité des autistes se censurent, et la minorité qui réussit à s'en sortir et s'intégrer socialement, bah, les mecs ils sont à la NASA, ils sont dans des postes de fous, tu vois. Alors que tu vois, moi pendant plusieurs années, j'en ai pas parlé parce que je savais que si en entretien j'en parlais, T'es catégorisé. voilà. Ah, mais ça se voit pas. Bah non, c'est invisible, Euh, bravo, bienvenue dans la vie. Bah, je suis sourde, ça se va pas. Non, ok, et alors? Enfin, tu vois, les gens sont toujours surpris, voire déçus, parce hmm. qu'il y a parfois il y a des conférences que j'anime et on me dit, ah, vous n'êtes pas en fauteuil aujourd'hui? Je dis, bah non, puis moi en général, je suis super contente parce que c'est une belle journée. Bah Ça veut oui, dire bien que je sûr. souffre pas, je vais pas galérer et tout. Ah bah oui, mais alors, ça va pas avoir le même impact. Et les gens sont super déçus. Je dis, Fou mais furieux. En tu fait, vois. les gens, c'est trop facile. Ils aiment la facilité de se dire, bon, bah, ce type-là, je le catégorise comme le mec là, il fait de la RH, va pas lui parler technique parce qu'il saura Ouais, pas le faire. exactement. Ce mec là, il est en fauteuil, on va pas lui demander de se lever parce que soit il peut pas, mais si tu as la possibilité comme toi de te lever, bah, si le gars se lève et qu'il peut animer la Et conférence puis tant debout, mieux, mais enfin, c'est félicitations, génial. tout le monde est Et content. puis, tu sais, moi, j'ai essayé dans ma petite tête, pour que ça rentre, de me dire, en fait, chaque être humain a une notice d'utilisation. Moi, j'essaie de me dire, de faire comprendre aux gens euh, que bah, t'aimes manger ça, ça t'aime pas ou t'es allergique, t'as une voix basse ou des fois une voix qui peut porter, donc on va dire pour les conférences ou les enregistrements, parler plus bas. Euh, Tu t'es à l'aise plus sur les chiffres. Moi, je suis dyscalculique, par exemple, donc ça, je me mettrai pas là-dessus. T'es patient, t'es pas patient, tu comprends les choses de manière... Ce que tu es te définit par définition. Donc c'est pour ça qu'on est unique et que personne ne fonctionne de la même manière. Donc, à quel moment, si tu fonctionnes différemment, le mec, il va soupirer en disant, bah non, ça va pas le faire. Je- euh, il y a un jour où quelqu'un m'a dit, mais oh, c'est incroyable. Pendant 1 heure, il était bloqué, alors qu'on parlait boulot, etc. hein. Et il a arrêté de dire, j'en reviens pas que vous soyez handicapé. Il me dit, ça se voit pas, c'est juste incroyable. Ben non. Enfin, tu vois, on en est encore en 2024 à 80% des handicaps sont invisibles. C'est-à-dire qu'on passe à côté de 80 personnes qui sont invisibles. Donc, potentiellement, on peut dire, bon, bah, ok, ils fonctionnent différemment. Bah, ok, c'est quoi, Hmm. what else, quoi, tu vois, Bien on sûr, fait ouais, avec. clair. Donc,
Puis je vois d'autant plus ce dont tu parles et ce que tu dis, parce que dans ma famille, j'ai un proche qui est en fauteuil roulant aussi. Il a les deux jambes anesthésiées et la moitié de sa bouche aussi qui est anesthésiée. Et c'est clair que c'est la même galère, quoi. Les mecs, ils sont. Alors, même si tu as des difficultés à t'exprimer, bah, tu sais, aujourd'hui, tu as énormément de moyens. Bah, tu as des readers, tu as des Bien sûr. traducteurs, t'as tellement de moyens. La lecture labiale, comme ce que tu fais. Donc, je trouve que c'est dommage que. En fait, les gens, ils ont tout de suite pitié de toi. Et en fait, pour moi, quand tu es handicapé, il n'y a pas pire sort que de la pitié. Parce que, en fait, le mec peut très bien s'en sortir sans toi. Il y a tellement de moyens aujourd'hui que ce sera fine. C'est, on en parlait tout à l'heure, mais ce qui m'a le plus marqué dans mon parcours, c'est le fait, et encore à l'heure actuelle, de rencontrer même des RH parfois, pour qui la valeur d'un être humain n'est pas la même selon sa définition, justement, tu vois. Je me dis à quel moment tu te dis une personne handicapée, tu la payes moins. Tu vas te dire, elle a un plan de carrière pas intéressant, donc je ne vais même pas lui en parler. Euh, à quel moment je dis toujours, l'homme a été créé il y a des millénaires, il a eu le temps de se comprendre, de savoir comment il fonctionnait. On ne sait toujours pas vivre les uns avec les autres. On ne sait pas vivre les uns avec les autres, sinon il n'y aurait plus de guerre, il y aurait plus... On est incapable de vivre avec les uns avec les autres. C'est juste dramatique. Et à quel moment on se dit, bah non, il a moins d'importance. Je fais, il y a presque un an, je suis invitée à la Principauté de Monaco pour un événement dans la tech sur les smart marines, la biodiversité, etc. Et parfois, je fais des choses, je ne sais pas forcément pourquoi, mais je me dis, je vais essayer de voir comment les gens, il n'y avait que des investisseurs, perçoivent le handicap. Je ne m'amuse pas à tester tout le monde, mais de temps en temps, ça me permet de prendre la température quand on me dit Stéphanie, t'exagères, ça va mieux. J'essaye, tu vois, un peu de voir. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que la personne qui m'avait invitée à Monaco à ce salon, à cet événement, m'avait préparé le terrain. C'est-à-dire qu'il m'avait sélectionné les gens à voir, il leur avait dit qui Cool. j'étais, Ouais. la solution tech que je voulais développer, ou les partenariats que je recherchais. Donc j'avais de la chance. Les gens étaient prévenus, tout était hyper bien calé. Et puis je me suis dit, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit, je parle avec 3 investisseurs et je vois qu'au moment où je dis, ben, moi-même, ce jour-là, j'étais debout en plus, je dis, moi-même, je suis en situation de handicap. J'ai vu que dans la conversation, il y en a un, il a regardé ses messages, l'autre, il a commencé à dire, bah, je reviens, mais j'ai un truc à faire, etc. Et je me suis dit, non, Steph, t'es hypersensible là-dessus, donc t'as mal interprété. Et donc, toute la journée, j'ai fait ça. Je me suis dit, quand je me présente, tout de suite, je dis, bah voilà, je suis entrepreneuse, je suis en situation de handicap et j'essaye de changer le monde sur tel ou tel, le regard sur telle ou telle chose, particulièrement dans la tech. Je me suis dit, et le deuxième, je dis rien, mais au cours de la conversation, une fois qu'elle se sera bien installée, je vais dire, ben justement, ce qui m'a amené à créer ce sujet, le projet, c'est parce Ouais. que, voilà. Et ben, j'étais dégoûtée parce qu'à la fin de la journée, systématiquement, dès que je me présentais et que je disais tous mes handicaps, parce que je peux dire que je suis en situation de handicap, je ne suis pas obligée de dire que je suis polyhandicapée. Alors, j'ai des troubles cognitifs, j'ai des troubles moteurs, tu vois, je peux dire aussi voilà comment je fonctionne et ça explique aussi l'un de mes projets, tu vois. Donc, ça peut être une richesse de dire comment j'amène la personne Bien à sûr, bien sûr. comprendre ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis. Et bien, malheureusement, à chaque fois que je l'ai dit en premier, on n'a pas été très loin dans la discussion. Hmm. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a quand même un vrai, Il y a vrai gros à problème faire, là-dessus. bien sûr. Et que justement, tout ce qui est discrimination, il y a des gens qui ne comprennent pas tellement tout ce que je fais. Mais en fait, moi, j'ai envie d'être là au rendez-vous à chaque fois qu'il y aura des discriminations, qu'elles soient dans la tech, qu'elles soient à l'heure actuelle dans l'IA, qu'elles soient dans l'accueil des personnes en situation de handicap, de faire travailler des personnes qui ont des talents différents. Tu vois, on parlera du leadership inclusif, etc. Enfin, pour moi, ça fait partie du décor. On est tous différents. C'est logique qu'on travaille tous ensemble. Et effectivement, ceux qui n'ont pas de clé leur en donner. Mais on voit bien que même si on peut encore en parler plus facilement, il y a tout de suite un désintérêt parce que, ne serait-ce que ce mot, dès qu'il est posé, c'est mort. Tu as perdu, tu sais, c'est un peu comme les voitures d'occasion, ou je sais pas, tout de suite, tu as une décote. Toute perte d'intérêt, perte de... Et puis, quand je dis
je vais être obligée de dire sur roulette, faites attention, soit à ne pas mettre. Il y a beaucoup de gens qui disent ça va être galère, il va falloir répéter. Tout de suite, tu le vois. Tu sais, justement, le Ouais. langage corporel. Moi, forcément, je suis hyper attentive à ça. Tout de suite, Ouais, tu vois. bizarrement, tout de suite, ça devient dur, alors que Ah, le mec ne met jamais sa main devant la tout de bouche. suite, je vois que Bien sûr, ouais. c'est. Donc c'est un vrai sujet parce que on parle toujours d'égalité, de parité, etc. Sauf que l'égalité, tu peux l'atteindre que s'il y a inclusion, Hmm. que si tout le monde a les mêmes chances. Tu vois, si tu me dis, ouais, mon événement, il est accessible à tous et que moi, je ne peux pas rentrer parce que, comme ici, il y a des grandes marches et que je suis en fauteuil, à quel moment tu fais. Il y a même plus grave. Dans la tech, il y a des événements sur l'inclusion. Il y a le sommet de l'inclusion. Tu ne peux pas participer en distanciel ou sur l'événement, il y a un bug et tu ne peux pas y accéder pour tel ou tel réseau. Genre, on n'est pas encore, alors que on a plein d'outils, comme tu disais, et encore plus maintenant grâce à l'IA. Et sans inclusivité, on n'a pas la diversité. Et si on n'a pas de diversité, on ne peut pas tendre à l'égalité des chances. C'est pas vrai. Ni d'égalité d'usage ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Je ne parle même pas de la différence entre les pays, entre les préjugés, mais par définition, on est très très loin de l'égalité. Sur la partie, si on prend même pas, on va enlever le côté handicap, on prend le côté femme. À quel moment, alors je sais que tu peux jouer le jeu, mais si je te demande, dans quel pays, à l'heure actuelle, seulement 2% des femmes fondatrices dans la tech trouvent du financement pour leurs projets? Voilà. Quel est le pays dans le monde où seulement 2% des femmes ne trouvent, pas trouvent du financement, pardon? Ben, c'est en France. Ouais. Tu vois. Et à quel moment tu te dis, il n'y a pas un problème quand même, tu vois? À quel moment tu te dis 98% des femmes qui sont fondatrices, ça ne me gêne pas qu'elles ne trouvent pas de solution. Et ce n'est pas la qualité des solutions ni la remise en question que ce soit une femme plus qu'un homme. C'est-à-dire qu'il y a des vrais biais inconscients qui sont encore très présents. Et donc, on se dit, ça ne devient pas à l'esprit. Et on le voit dans les photos de magazines, dans l'événement que l'un des événements que j'ai fait l'année dernière, en plus je suis souvent en blanc. Il y a une photo où on me voit et je suis sur un parterre de 200 personnes. Et en plus, je suis la première de la rangée. On voit que moi. Il n'y a que des hommes en costume sombre. Enfin, et donc, du coup, on voit que en plus, je suis blonde. Je suis la seule femme et d'un événement comme ça, tu vois. Donc, il y a quand même plein de sujets. Regarde l'IA, on n'est pas nombreuses à être des femmes positionnées sur des sujets. En plus, il y a plein de métiers autour de l'IA, et il va y en avoir des milliers, mais sur lesquels tu n'es pas obligé d'être ingénieur. Moi, je ne suis pas de formation ingénieur, et pourtant, je travaille sur l'IA et sur l'inclusion de l'IA, sur les problématiques liées aux discriminations. Mais j'ai un autre bagage, j'ai un autre. Donc, tu vois, c'est même pas pour des raisons. Et quand on me dit, ou quand j'entends, il n'y a pas de jeu de mots, j'entends rien, mais quand je lis et quand j'entends à ma manière qu'il faut plus de femmes, en fait, pour moi, avec mon œil stratégique, hein, tu vois, qui revient à chaque fois au galop, en fait, c'est pas ça le problème. On peut être 1 million. Si tu as des obstacles à l'inclusion, si tu as de la violence, ça peut être juste celui qui a des clichés, c'est de la violence parce que voilà, il va dire bah non, ça sera forcément sur mon poste, ça sera pas une femme, etc. Même si on est plus nombreuses, mais que les portes sont fermées, si on ne nous les ouvre pas, je leur dis ça sert à rien qu'on soit 1 milliard. Et en plus, en ce moment, il y a un discours. Je respecte l'idée de chacun, mais moi, il y a des choses qui me font très mal parce que je trouve qu'elles ne contribuent pas. C'est quand on dit aux femmes, on les culpabilise en disant c'est de votre faute, vous n'avez pas assez d'audace. Quand tu te prends des râteaux partout, c'est pas que tu manques d'audace, c'est que les portes, une fois de plus, sont fermées, qu'il y a des obstacles et qu'on n'a pas traité les causes de l'inégalité d'accès ou d'usage. Donc, si tu fais juste une SWOT, tu dis voilà, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les freins. Oui, on veut tendre vers l'égalité. C'est quoi le plan d'action? Qu'est-ce qu'on met en place? C'est quoi les leviers? Comment on traite ces obstacles et ces freins? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre manière de faire? Et je pense que voilà, tant que les gens n'auront pas compris, il n'y a pas longtemps, je l'ai dit 3 fois dans la soirée,
à des femmes 10 fois plus intelligentes que moi, elles n'ont pas compris la phrase, voilà, sans inclusivité, on n'aurait pas d'égalité. Et elles ont des bagages de dingue, parce que je pense qu'une fois de plus, dans la considération, mais non, il faut aller témoigner, ok, on va aller partout, on va dire aux femmes, venez. Sauf que si la porte est fermée et qu'on n'a pas les clés, c'est-à-dire que ceux qui sont enfermés derrière, ils ne nous les donnent pas et ils ne nous ouvrent pas la porte, ça ne marchera pas. Donc, et l'égalité, en plus, on sait que dès qu'il y a une crise, elle est mise à mal, on régresse. Les gens qui ont déjà eu des inégalités, ça va aggraver les inégalités. Et ce qui est compliqué avec le handicap, c'est que ça concerne tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre. Tout le monde peut être concerné et tout le monde va être concerné au moins une fois dans sa vie, directement ou indirectement. C'est universel. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on cumule. C'est-à-dire que tu es sur un sujet de discrimination sur les femmes. Si tu es femme et en plus tu es en situation de handicap et en plus tu es comme moi, tu es considérée comme senior, ce qui est compliqué dans la discrimination, c'est qu'elle se cumule. Et en plus, tu as une religion qui va pas plaire ou j'en sais rien, tu vois. Et donc, tu arrives au bout du compte, au bout du filtre, tu n'as aucune chance, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, Très survolé. ouais. Et donc, c'est pour ça que il faut tout le temps, lutter et combattre, tu vois. Quand il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu récemment à propos de la guerre sur les territoires, etc. Moi, pour la première fois de ma vie, on m'a dit « Ah non, mais il faut choisir ton camp ». On m'a dit « Tu peux pas continuer de dire « Le monde doit être accessible à tous sans exception ». Tu peux pas dire « Une tech au service des humains », parce que c'est des petites phrases que je dis régulièrement, tu vois, mais une tech au service de l'humanité ou des humains sans exception. Tu vois, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Bien sûr. Qu'on me demande de choisir, en tout cas de changer mon point de vue, mon vocabulaire, en disant non Stéphanie, maintenant, non, t'as vu tout ce qui se passe, etc. Alors moi je prône l'égalité, donc, et puis j'ai la chance d'être à mon compte, mais j'imagine, tu vois, dans une boîte où on me dit non mais il faut choisir votre camp, et puis je veux plus vous entendre de prononcer, enfin, où on est et dans quelle société on est. Et en plus avec l'ampleur de l'IA, qui est discriminante par nature dans sa méthodologie, qui crée des biais, qui peut mentir, on en parle bien sûr, peu. elle se trompait, bien sûr. Alors, elle peut se tromper, mais elle peut mentir, elle sait le faire. Tu lui fais un prompt où tu lui dis je veux 5 idées ou 5 solutions, voilà, dans l'inclusivité par exemple. Et puis tu es super précis, etc. En fait, il n'y en a que 4 dans la réalité, admettons. Hein. Comme dans le prompt, tu as demandé 5 solutions, elle va en bricoler une 5e, qui est fausse et qui n'existe pas. Sauf que toi, tu n'es pas expert, tu lui fais confiance, tu vas faire une publication royalement ou tu as un entretien, tu vas dire « Ah bah ouais, je vais dans un entretien, tu le prépares. » Alors comme solution, il y a ça. Ah bah non, celle-là, pas du tout. Donc l'IA peut mentir, elle sait le faire. Donc tu vois, ce problème d'inégalité et de discrimination, il est amplifié par les gens qui les entraînent, qui ont leur propre biais, la représentativité des gens qui entraînent l'IA, une fois de plus, il n'y a pas de gens en situation de handicap forcément, il n'y a peut-être pas assez de minorités qui s'est représentées ou pas assez de femmes. Donc ils entraînent les outils, mais c'est comme si on construisait une solution dédiée aux femmes, pour les femmes qui cuisinent, etc. Et qu'en fait, c'est un homme qui dit, bon, ok, je dois créer cet outil. Voilà, les hommes sont grands en général, les femmes sont plus petites. Le lavabo, il va le mettre à sa hauteur à lui, ou le miroir. Et puis pour la femme, en fait, pour le miroir, tu vois ce que je veux dire? Je prends des exemples très bêtes et très simples, mais pour qu'on imagine avec la puissance de la révolution technologique qu'on est en train de vivre, les drames que ça peut faire en excluant certaines parties sur la planète du numérique et des données qui représentent. Si on reprend la problématique du handicap, tu dis à n'importe quelle IA, crée-moi une image pour une publication d'une personne en situation de handicap. Tu peux toutes les interroger. On te propose une personne en fauteuil. En fauteuil roulant, bien sûr, parce que c'est ce qui est le plus intuitif pour tout le monde. C'est que 3% des personnes qui sont en fauteuil, où sont les autres? Ouais. La logique serait de se dire, il y a tellement de données qui ont été rentrées, etc., que l'IA sait que c'est que 3%, donc c'est normalement
impossible qu'elle arrive à se dire, je vais aller piocher une personne qui est dans un fauteuil, puisque c'est que 3%, tu vois, mathématiquement, sauf que ça veut dire qu'on n'a pas assez bien entraîné les IA et que c'est mal renseigné. Donc, en plus, quand tu cumules, comme je te dis, les discriminations, au bout du compte, ta solution est discriminante et tu as des cibles qui ont disparu. Donc, et qui peuvent être des clients, qui peuvent être enfin, peuvent être un marché aussi. Donc, on va, je vais pas dire dans le mur, mais on ne prend tellement pas de mesures. Tu vois, tu crées un outil, tu sais qu'il est défaillant. À quel moment tu le commercialises? Ouais. Tu crées un produit qui est polluant. À quel moment tu le commercialises? L'IA, on a foncé droit devant sans se poser les bonnes questions. On sait qu'il y a des corrections à faire. Alors, il y a des gens qui corrigent, il y a des gens qui nettoient les données, etc. Mais ce n'est pas une obligation. Et donc, youpi, quoi, on y va, on vend des solutions. Un paquet de biscuits, tu vas dire attention, il y a des allergènes, etc. Là, quand on te vend une solution, personne ne va te dire attention, susceptible de contenir des biais, tu vois, d'engendrer. Et légalement, tu n'es même pas obligé de le dire, donc personne ne le dit évidemment. Et en plus, bah, c'est pas grave, on y va, on continue, on verra plus tard. Quand tu construis un projet, tu te dis, une fois de plus, tu vois, même en termes d'amélioration, on parle tout le temps en plus du test and learn dans la tech, pardon. À quel moment on voit test and learn, bah, ça marque, on a oublié les femmes, on a oublié les handicapés, donc on refait tout. Bah non. Tu vois, donc c'est pour ça que ça me chagrine d'autant plus, parce que la tech, elle devrait être une lumière, tu vois, et un accélérateur pour réduire les inégalités, enfin, il y a plein de facteurs tellement merveilleux qu'on peut faire avec ces outils. Qui sont On est encore en assez train de passer inexploités. à côté et en Hmm. plus de construire un monde encore plus violent et discriminant. Ouais, bien On sûr. le voit avec les violences numériques, hein. Complètement, On n'a complètement. jamais Ça a été été dans exacerbé des... depuis. C'est une catastrophe, quoi. Hmm. Eh bien, on a pensé petite introduction. Moi, j'ai pensé l'interview de manière chronologique Ouais, et ensuite thématique, parce très que je bien. pense que ça peut être intéressant Bien d'abord sûr. savoir dans quel état d'esprit tu étais quand tu as fait tes études, quand tu as fini ton école, et ensuite quand tu es arrivé dans le monde de l'entreprise, voilà les différents thèmes qui ont été évoqués, abordés et approfondis par toi. Donc là, tu es, au lycée. euh, vers quel, comment dire, vers quelle filière est-ce que tu t'orientes? Est-ce que tu as un profil Alors, ce qui m'intéresse, c'est découvrir le monde. Parce qu'en fait, je sais que je vais finir paralysée, mais je ne sais pas quand. Donc, ça aurait pu être à 9 ans, ça aurait pu être à 20 ans. Les paralysies, au début, c'était ponctuel. Mais je sais qu'un jour, elles vont être permanentes. Et à chaque fois que je suis paralysée, je me dis, bah, c'était peut-être la dernière fois que je bougeais de ma vie, tu vois. Donc, j'ai cette conscience qu'il faut que je me... d'urgence, tu vois. En me disant, il faut que je me dépêche de faire le tour du monde parce que un jour, je vais être soit en fauteuil, soit dans mon lit et toute la journée à regarder le plafond, je vais m'ennuyer. Donc, il y a cette envie de me dire, je veux tout découvrir. Donc, déjà, je sais que c'est l'international, c'est sûr. Euh, Curieusement, je suis déjà attirée par tout ce qui est différent, parce que je trouve ça fabuleux, qu'il y ait des cultures différentes, des spiritualités différentes, des langues différentes. Donc je me dis, voilà, il faut voilà, que je m'oriente vers des métiers où je vais pouvoir découvrir tout ça. Et t'es issu de quel milieu? Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie mon papa était architecte Ok, et ma maman était dessinatrice en béton armé. ok, ok. Elle travaillait dans des cabinets d'études, donc rien à voir. Mais dans la famille, comme il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes, bah, il y a des femmes qui sont sourdes, qui sont Ok. handicapées moteurs, etc. Je les avais toujours vues, soit ne pas aller travailler parce qu'elles avaient peur d'être en difficulté. Hmm. Maintenant, tu es paralysée. Même avec la reconnaissance vocale, je veux dire, bah, je peux appeler quelqu'un en disant viens me chercher, je ne peux plus bouger. Il y a des années, quand on n'avait pas le téléphone ou avec un cordon, si tu prenais le risque de sortir, bah, comment tu faisais pour appeler quelqu'un pour dire tu passais ta journée par terre paralysée à attendre que ça passe, tu vois. Donc voilà, donc j'avais cette volonté de me dire je vais me dépêcher, je vais aller faire le tour du monde. Au moins j'aurais fait ça, j'aurais réalisé un de mes rêves. Et en plus avec moi la lecture, elle m'a sauvée pour justement cet isolement à cause de la surdité, etc. Et le fait de ne pas échanger, etc. Et donc j'avais lu que des auteurs voilà, qui parlaient
de pays incroyables, la Chine, etc. Donc je me disais, moi, en vrai, je veux voir comment Tu veux c'est. voir comment ça ressemble. Donc très rapidement, ça a été quand même de toute façon me réjouir de la différence, voir un maximum de cultures et de pays et de produits différents, de climats différents. La différence pour moi, ça a toujours été un émerveillement et une richesse. Contrairement à d'autres où c'est une contrainte et ça va être compliqué. Voilà. Exact. Donc après, tu vois, moi j'ai eu des problèmes de me dire, mais pourquoi ils ne voient pas comme moi que c'est Hmm. juste merveilleux, quoi. C'est comme si tu vois qu'en noir et blanc, on te dit, ben, il y a toutes les couleurs du monde qui existent. Tu dis, oh là là, non, ça va être galère, ça va être compliqué. Ouais, bien sûr. Et, voilà, ça, déjà, ça a été là où j'ai commencé à me sentir un peu, tu vois, en décalage aussi. Donc après, j'ai fait une prépa. Et puis, Tu savais que tu je- voulais aller en prépa ou tu avais d'autres en fait, orientations en tête? j'ai choisi mes écoles avec l'option internationale, Ok, dont Audencia. ok. Bon, il y en avait une autre, mais à Clermont-Ferrand, j'avais un peu de mal. J'étais allée voir Clermont-Ferrand, ça ne me faisait pas beaucoup rêver. Avec le Je Mondeur, ouais. me sentais pas à top. Et voilà, et cette région, je la trouvais trop belle et tout. Et puis l'état d'esprit, j'avais adoré. Et il y avait de la stratégie et de l'international. À Et ta l'époque, prépa, tu la vis comment? toutes les, Parce que toutes c'est les quand même. écoles avaient leurs particularités pour être attractives. Ok, Donc il n'y avait pas une seule école de commerce, tu vois, qui n'avait pas voilà, son petit point de vue différent. Donc c'est pour ça que je les avais choisis, mais quand même, j'avais fait par sécurité, parce que je suis toujours hyper sécuritaire, je me dis toujours, je vais être moins bonne que les autres. Donc en fait, j'ai fait mon école de commerce, mais à côté, j'ai fait aussi une licence et une maîtrise ok, en commerce et marketing à l'international. ok. Et parce que je trouvais que dans les programmes, pour moi, comme je suis pas exigeante, il manquait des trucs et c'était plutôt complémentaire. Donc en fait, j'ai passé ma vie pendant plusieurs années à faire des allers-retours entre Paris et Nantes pour faire ma maîtrise sur Paris et pour faire Ah, ta Audencia, fac, tu elle vois. était à Paris? Ouais. Ah ouais, wow, Ben, ok. elle n'était qu'à Paris. Ah, Ça c'est n'existait ouf. qu'à Paris à cette époque-là. Il n'y avait qu'une D'accord. université qui faisait cette spécialisation et c'était sur Ok, concours d'ailleurs. C'était la ok, seule section où on était sur concours et pas sur dossier. Et, ok. et voilà. Et je suis arrivée 14e sur la C'est France ouf. entière qui avait présenté et tout. Ouais, bien sûr. Ouais, une fois de plus, je me suis dit, Stéphane, t'as trop de chance quand même. Excellent. Je suis arrivée en prépa, je les ai tous trouvés hyper intelligents. Et une fois de plus, je me suis dit, je vais pas y arriver. Et c'est trop haut pour moi, Hmm. le niveau. Tu vois, toujours cette impression de me dire, je suis moins intelligente, je suis moins bonne, je percute pas aussi vite. Même si ma surdité, je savais désormais que j'avais une surdité, mais même la manière dont on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt et puis leur méthodologie qui n'était pas du tout la même que la mienne. On le sait maintenant, même avec la TDAH, etc. On a tous, et c'est pour ça que j'adore la neurodiversité, on a tous une manière de voir le problème sous un angle différent. Et, et en fait, moi, même l'énoncé, je ne comprenais pas, parce que je ne m'exprime pas de la même manière, parce que je ne pense pas de la même manière, et je me disais toujours, mais pourquoi je ne comprends pas, tu vois. Donc on sait qu'en termes d'agilité, bah, malheureusement, l'école ou la scolarité ou les enseignements sont, sont pas faits pour tout, justement, tu vois. Donc moi, par exemple, le calcul, même si je suis dyscalculique, tu me, tu me fais un énoncé écrit, je comprends pas. Tu me poses l'opération, ok, c'est bon. Tu me l'écris en toutes lettres, il faut le ras ou je comprends rien, c'est trop compliqué, ça me... Voilà. Par contre, instinctivement, je te donne le résultat. Et après, on me disait, mais comment t'as trouvé? Je sais pas, tu vois, parce que je sais pas l'expliquer, en fait, pourquoi, je sais pas comment je suis arrivée à ce résultat, tu vois. Et donc, pour des profs, c'était déstabilisant de voir que j'arrivais quand même à trouver, mais que je n'appliquais pas leur méthodologie. Donc, c'était compliqué. L'autre chose qui était compliquée, c'est que comme j'étais sourde, je savais pas encore que la lecture label existait, mais intuitivement, on le fait. Et donc, j'étais toujours au premier rang parce que je voulais voir les lèvres. Et je fixais les profs, sauf que maintenant, j'ai appris à regarder les gens. Je regarde les lèvres, mais un peu plus discrètement pour, voilà, parce que ça peut être gênant. Sauf qu'à l'époque, j'étais comme ça, etc. Ça m'arrive encore hein, quand je suis fatiguée. Et je me faisais virer régulièrement. Parce qu'on me disait, mais arrêtez de me regarder ça, vous me regardez de manière insolente, arrêtez de me fixer. Les profs ne comprenaient pas, et c'était normal, tu vois. Mais, et ça leur est pas venu à l'esprit que je sois sourde. Et puis moi, j'ai pas été les voir parce que j'avais honte en disant, je suis désolée, je me mets au premier rang. Bah, maintenant, je le dis aux gens, je dis attention, vous ne vous mettez pas trop loin, vous ne mettez pas la main devant la bouche, etc. Bah, cette époque-là, c'est à 30 ans, je n'osais pas du tout. Donc le rapport avec le corps enseignant,
était un peu compliqué aussi. Avec les élèves, je parlais à personne. J'avais 21 ans quand j'ai commencé à travailler, mais je parlais à personne, j'étais dans mon coin et il fallait pas m'approcher. Et puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? Ça va être compliqué. Je Ouais. savais que ça allait être compliqué. Et t'étais où en prépa? J'étais en prépa HEC, j'étais dans le nord de Paris, Ok. mais je me rappelle plus où. Ok, ok. C'était une prépa commerce donc. Ouais, Et t'avais fait ouais, quel ouais. spé? Alors en fait, moi, j'avais vraiment choisi, et c'est pour ça que je dis, quand tu te rends compte après, quand tu deviens, tu sais ce que tu es, pourquoi tu fais ça, il y avait vraiment des sujets majeurs, mais qui étaient mineurs pour les autres, tu vois. Mais quelque part, ça m'a appris à, je sais pas pourquoi, à ne pas lâcher. Je savais que j'étais pour moi sur une voie qui me convenait, tu vois. Quand on me disait, mais non, il faudrait plutôt faire comme ci ou comme ça, moi, j'ai pas lâché en me disant, ma vision, c'est que je veux aller là. Et c'est après où j'ai vu que la stratégie, je choisissais le métier ce métier parce que, en fait, mon cerveau a déjà compris qu'il faut créer des stratégies. Tu as un projet, tu as un voyage, tu as n'importe quoi. Il faut anticiper, il faut sécuriser le projet, il faut se donner les moyens de le réussir. C'est quoi les clés qui vont permettre de... Et tu vois, instinctivement, j'avais tout ça. Donc, en fait, dans le choix des études, des écoles, du comportement et de l'accueil que j'avais aussi chez certaines, je voyais naturellement, même mon corps me disait c'est mort, je ne savais pas pourquoi, hein, mais euh, c'est là où on se rend compte qu'il faut se faire plus confiance. Tu t'en rends Ok, compte qu'après, tu bien vois. sûr. Mais tu vois que ça ne matche pas. Il y a des concours que j'ai passés, j'avais été prise, je n'y suis pas allée, je sentais que ça allait être trop compliqué. Et ça s'était passé comment? T'avais eu quelles écoles aux écrits? T'as fait quels oraux? Hum, Parce qu'il y a HEC, ESSEC, oui, oui, moi ESCP, j'avais fait DEC, les trois, EM Lyon. ce qu'on appelait les trois grandes à l'époque, Ok. HEC, ESCP et ESSEC. les SEC. Ouais. Merci. Euh, et puis après, ben voilà, les autres, c'était les options en dernière année. À l'époque, c'était en dernière année. Et qui avaient commencé de créer des choses après. D'accord, Parce que ok. et comme moi, j'avais fait deux cursus, je me disais, et que j'avais peur qu'on me dise vous êtes nul, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit après. On m'a pas dit vous êtes nul, mais je vais l'expliquer, mais ça m'est venu après. Remarque, mais je voulais être incollable, tu vois. Je Ok. savais que j'avais des défaillances. Et je me disais, il faut pas que ça se voie. Et en plus, il faut pas que je sois mauvaise ou que je sois insuffisante. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'exigences, mais je pense comme toutes les personnes qui se sentent inférieures et qui sont en situation de handicap, ou de se dire, faut pas qu'on me reproche que je suis trop fatiguée, que je vais pas assez vite, que je travaille moins que les autres. On sait d'ailleurs à l'heure actuelle, et c'est pour ça que pour moi c'est des pépites, ce sont des personnes qui vont être les moins absentes, qui vont être les plus reconnaissantes vis-à-vis de leur boîte parce qu'on leur a donné une chance, donc les plus fidèles. On sait qu'elles vont travailler 2 fois plus que les autres parce qu'elles vont surcompenser en se disant bon. Ouais, Ouais. ok, ouais, exact. Parce Donc que oui, maintenant, au fur et à mesure, on arrive un petit peu à se dire, et c'est des gens qui sont agiles, tous les jours, ils font un truc de dingue puisqu'ils sont dans le dépassement de soi constamment. Ils ont une persévérance comme personne d'autre. Et je parle du handicap, mais ça peut être aussi des maladies chroniques ou des cancers. Moi, j'ai des RH qui me disent, oh non, il y a un risque de rechute. Je dis, vous avez la personne la plus agile du monde, la plus combattante du monde. Et, elle peut vous fédérer des équipes avec ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a connu. Elle a des clés que les autres ne peuvent pas avoir, puisque c'est des skills qu'ils n'ont pas exercés. Ce n'est pas leur parcours de vie. Donc ces gens-là, pour moi, ils devraient être payés 10 fois plus cher, ils devraient être valorisés, on devrait se les arracher. C'est des pépites. Voilà. Bien sûr. Donc Ok. voilà, donc en tout cas, voilà, le choix de l'école et l'accueil, pour moi, ça a été... Tu sais, en plus, j'ai toujours eu, je pense, cette notion de justice sociale, et dès qu'on me Hmm. parlait d'élite, dès qu'on me parlait de... Je voyais bien que ça allait pas me ressembler, tu vois. Est-ce que tu te souviens de quels oraux t'avais passé? Parce qu'il faut faire un tour de France, tu sais, quand tu. Ouais, Après tes oraux. alors, ben, j'avais été dans une super école, Subdeco Lille, à l'époque, Ok. avait une cote incroyable. C'est l'EDEC aujourd'hui, ouais. Ouais, Ouais. mais je te dis, voilà, en 30 ans, Ouais, les gens tous les ans, il changent. y a le barème Bien sûr. qui change, etc. J'avais fait Paris pour des questions aussi de mobilité et tout. Ok. Et puis Nantes, parce que il y avait l'international et il y avait un TGV direct. Ok. Les autres, à l'époque, il n'y avait pas le TGV partout. J'avais 4 changements et
pour moi, dès qu'il y a rupture de déplacement, c'est hyper compliqué. Donc il y avait l'accessibilité aussi. Donc pour moi, c'était ces critères-là. Et à l'époque, tu vois, venir dans un amphi en fauteuil, tu fais comment? Bien sûr. Tu vois? Donc je suis contente parce que même avec Audencia, on en a parlé et on va continuer, j'espère, d'avancer avec la fondation. Mais de faire un parcours 100% inclusif et de pas se dire au dernier moment, zut, Bien voilà. sûr, ouais. Soit il va rien Faut voir, il est au exister. fond, et le conférencier ou tu vois, moi je fais de la lecture label, tu me mets au fond de Et il est l'amphi à, parce il est que à c'est 50 mètres, accessible, tu vois pas. mais il n'y a pas d'accès par en bas. Et je fais comment pour voir les lèvres et il n'y a pas de sous-titrage, tu vois. Donc, donc c'est ce que j'ai toujours choisi, mais même dans mes projets, euh, de- je ne peux pas accompagner des structures où on ne partage pas un minimum d'ADN, tu vois. Euh, quand, à un moment donné, en stratégie, avant d'être à mon compte, j'ai travaillé beaucoup dans l'aéronautique et la défense. Et la difficulté, c'est qu'on me disait, tu traites tel client, tel dossier, etc. Un jour, parce que j'ai continué d'accompagner quand même, il n'y a que quelques années que j'ai laissé tomber. Et on était sur l'idée, c'était pas encore des drones, mais d'armes de guerre qui pouvaient géolocaliser des populations, des militaires et savoir sur qui il fallait faire tomber la bombe et tout. T'avais travaillé sur ça? Non, j'ai pas réussi. Je dis, moi, je peux pas, en fait. À quel moment ça vous est venu à l'idée que j'allais vous dire oui? Et on m'a dit, bah oui, mais c'est un gros client, donc Ok, hein, ouais. tu traites le dossier? Bah, je dis, non, désolé, mais moi, je traite pas le dossier. Donc voilà, on s'est séparés. Donc voilà, et c'est là où ce luxe, même s'il coûte parfois cher, hein, parce que tu es au chômage, parce qu'il faut tout refaire à zéro, parce que tu avais capitalisé sur un réseau aussi, et puis un secteur dans lequel tu avais une expertise, quoi. Mais voilà, moi, ça a été des règles tout de suite non négociables pour moi aussi, de me dire, si je vois qu'on n'a pas forcément 100% les mêmes points de vue, mais voilà, moi, l'humain, il a toujours été précieux, parce qu'il a une valeur incroyable, il faut en prendre soin. Et il y a des discours que je ne pouvais pas entendre, quoi, dans certaines écoles. Ok. Et c'est quoi les stages que tu fais en école? Parce que tu sais, t'as des stages Alors à moi, faire. j'ai fait... Enfin, qu'est-ce qui t'intéressait en école? Les cours étaient pertinents dans ce que tu voulais faire plus tard? T'as découvert alors oui, ton... parce qu'on avait des professionnels, je trouvais ça top, on avait des profs, mais surtout le regard extérieur de quelqu'un qui faisait Il faut les témoigner deux, en bien sûr. concret au quotidien. Tu vois, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je voulais être opératrice boursière à l'international. Parce que je me disais, il y a tout. Il y a le secteur de l'alimentation, de l'automobile, la multiplicité des pays, tu vois, de convertir vite fait, de savoir sur quoi investir, etc. L'agilité que ça demandait. Et moi, j'aime bien quand c'est compliqué, il faut être réactif, etc. Donc, j'avais décidé que j'allais faire. J'ai fait un stage. 2 mois, j'ai été dégoûtée. À part, tout le monde est odieux, tout le monde essaye de se casser les jambes, tu vois, à l'un ou à Ouais, l'autre, ouais, ouais. C'est marche ou pour crève, gagner ouais. un marché, pour... L'humain n'existe pas du tout. Et je me suis dit, mais Stéphanie, à quel moment tu t'es dit que ça allait te convenir? Donc, heureusement, grâce à ces stages, et c'est toujours ce que j'ai trouvé super, même si c'est que de l'immersion, ça te permet quand même d'observer, ça te permet d'apprendre à connaître les gens, les codes, justement, etc. Donc, et ça te permet de valider ta piste ou pas. Parce qu'à quel moment tu te dis, je vais faire ce métier, et puis au bout de 3 ans, tu te rends compte, tu vois, tu te réorientes, tu te reformes à autre chose, tu es déçu, voilà, donc moi j'avais trouvé ça top d'avoir et des intervenants extérieurs qui témoignaient concrètement, tu vois, sur l'entrepreneuriat justement. Moi j'adore le type justement de format que tu proposes parce que ça permet aussi de donner des clés, des témoignages pour dire aussi ce qui ne va pas. Or, à l'époque, en tout cas dans aucune école, on disait voilà ce qui peut être compliqué. Vous créez une entreprise, un jour vous allez peut-être être en liquidation ou vous allez vous associer. Ça va être la guerre et ça peut vous planter votre boîte. Vous pouvez vous cracher. On parlait de pivot tout à l'heure. Il va falloir pivoter et tout l'investissement que vous avez eu, mais du coup, tout est Ouais. utilisé pour la première solution. Il faut retrouver des investisseurs, tu vois, et de ne pas donner les clés de la réussite. Moi, j'ai eu du mal avec ça. Je dis pourquoi on ne nous a pas préparés, pourquoi on ne nous a pas prévenus, à quel moment tu formes des gens sans leur dire ça va être compliqué.
Ça va être une formidable source d'opportunités. Il va y avoir plein de métiers pendant toute votre carrière qui vont être créés et vous pourrez vous réorienter. Donc, génial. Mais les conditions pour réussir, c'est aussi savoir se planter, comment en tirer des leçons, voilà, ne pas reproduire des erreurs, euh, tester tout le temps voilà, votre solution, au lieu de dire non, j'y vais, je suis sûr qu'il y a un marché. Bon, il y a des gens pour l'international qui me disaient je veux aller au Canada, je veux absolument aller au Québec, je suis sûr qu'il y a un marché pour moi. Il n'avait jamais fait d'international de sa vie, il ne connaissait pas le marché. Est-ce qu'il était mûr ou pas mûr? Mais il rêvait d'aller là-bas. Je dis ça, c'est votre projet, mais en fait, perso, Ouais, mais c'est pas le projet de votre boîte c'est pas parce un qu'il n'y jet a pas pro, de ouais. marché pour vous là-bas. Ou les gens qui me disent, il n'y a pas de marché, donc j'y vais, je serai le premier. Je dis, s'il n'y a Pas pas vos d'études de concurrents, marché, rien. c'est qu'en fait, le marché, soit il n'est pas mûr, soit en termes de normes ou de votre truc ne correspond pas. Ouais, Donc, soit au il est lieu pas de, prêt à le accueillir le mec, il a envie concept. d'être leader, d'être pionnier sur un truc. Donc, et donc, tu vois, ne pas donner à des étudiants, comme on le ferait à une entreprise quand on fait du conseil en stratégie, OK, vous allez pouvoir aller sur ce marché, mais voilà les conditions, je dis n'importe quoi. Apprendre anglais, l'interculturel, savoir comment on fonctionne, on négocie là-bas, le potentiel du marché, pourquoi il faut commencer par une stratégie d'alliance au lieu d'implanter une filiale, etc. Enfin, tu lui donnes les clés. À quel moment tu dis à un étudiant, je ne vais pas te donner, je vais te dire, tu es l'élite de la nation, j'exagère exprès, hein, mais je ne te donne pas les clés de la réussite. Donc celles qui vont t'empêcher de te planter. Tu vois? Et ça, je trouve que, et c'est pour ça que ce que tu fais pour moi est pertinent et d'utilité publique dans l'entrepreneuriat, parce que même encore maintenant, tu arrives dans la tech, dans une pépinière, dans un incubateur, à quel moment on me dit attention, il y aura ça, attention, pense à ça. Euh, on dit ok, génial, ok, c'est tout. Donc on va t'aider à trouver du financement et tout. C'est même pas la peine. Mon projet il vient d'arriver. À Ouais. quel moment on a étudié la faisabilité, on a fait des tests, fournisseurs et clients, on a un site pilote, euh, on a sécurisé au niveau de l'INPI, au niveau de justement de ce qu'il va Ouais, des falloir petites comme structures. financement. Est-ce que c'est du crowdfunding par rapport au projet parce qu'on veut capter une communauté, est-ce que, etc. Euh, tu vois, à un moment donné, pour l'export, j'avais inventé un outil qui s'appelait Passeport pour l'export. En fait, tu ouvrais et tu voyais, voilà, les conditions pour y arriver, c'est ça. Si vous n'avez pas ça, tu vois, il y avait des gens qui venaient me voir et disaient, je rêve, je veux être numéro un aux États-Unis. Ok, donc il me dit, je veux savoir la stratégie à adopter et tout. Ok, il va falloir ça, il va falloir être innovant, être différenciant, il va falloir. Ok. Et le mec, à la fin, il me dit, j'exagère toujours un peu, mais parce que les gens se rendent vraiment pas compte. Et je dis, c'est quoi votre budget? Bah, des fois, c'était des petits éditeurs de logiciels. Il me dit, bah, j'ai moins de 50 000 euros. Et je dis, c'est mort, on Ouais, bien va pas sûr. y arriver. Tu vois, il faut être à l'aise. Tu me dis, je veux conduire. Mais j'ai pas de quoi m'acheter une voiture, ou je me suis acheté la voiture, mais j'ai pas les moyens de me payer l'essence, bah ok, tu vois. C'est ça qui est cool aujourd'hui en école, c'est qu'on nous apprend à conduire un budget, à construire un Ouais, budget, euh, les potentialités sur le marché, la exactement. croissance, la maturité de ta boîte, la concurrence. Ouais, puis C'est les super points intéressant étapes, aujourd'hui. enfin, je veux dire, tout ça, je trouve que vous êtes, et tant mieux, une génération où vous avez 10 000 fois plus de clés. Ouais. Et, mais tu vois, je me dis, on a planté des générations d'entrepreneurs où on leur a coupé l'herbe sous les pieds. Tu vois, le fait, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais le fait d'être multipotentiel ou multicentre Oui, d'intérêt. exact. Tu prends, par exemple, même il y a encore des dizaines ou des centaines d'années, un écrivain qui crevait la faim, mais il faisait un métier pour pouvoir avoir un logement, manger, etc. Mais son vrai métier, c'était écrivain. Et ça ne l'empêchait pas de faire deux métiers. Personne n'y voyait rien à redire. Aujourd'hui encore, tu dis, ben voilà, je dirige un cabinet de conseil en stratégie, j'ai créé une start-up, je fais aussi telle et telle activité, etc. Les gens vont dire, si elle fait de tout, c'est que tout est fait, mais Ouais, moyennement, moyennement, et on voit qu'ils pensent mal fait. bien sûr. Donc en fait, voilà, ils vont te mettre de côté assez rapidement. Au lieu de se dire, yes, elle a une compétence qui m'intéresse, elle est super agile, elle peut passer d'un sujet à l'autre, elle a l'esprit hyper ouvert, justement, elle n'est pas trop
tu sais, marquée par les secteurs avec lesquels elle a travaillé ou quoi que ce soit. Et c'est là où, pour moi, il y a une problématique de culture et d'intelligence. C'est pourquoi, à partir d'un moment, tu te réjouis pas d'une compétence qu'a quelqu'un et que toi, tu n'as pas. Que t'aimerais acquérir. Tu vois, je suis nulle en cuisine, moi, je suis contente quand je trouve des gens qui cuisinent pour moi. Non, mais Bien sûr. tu vois, je suis dyscalculique. Si on peut me faire mes comptes et si. Bah, parce que ça va être une souffrance et c'est trop compliqué pour moi. Donc, à partir de quel moment tu te dis pas, bah, génial. Et je parle pas pour moi, Stéphanie Gâteau, hein, mais. Et pour l'autisme, on en parlait tout à l'heure. 1% des personnes autistes qui ont un TSA, qui ont été identifiées, trouvent du travail. 1%. C'est vraiment. On ne sait pas du tout les accueillir, on ne sait pas les mettre sur quel métier alors qu'ils ont des compétences de dingue. Et tu vois, je les cite parce que je trouve que c'est important de féliciter, d'encourager les initiatives. Mais justement, Microsoft a fait un effet discriminatoire dans le sens inverse. Ils ont créé une école de codeurs, de dev, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec leur mode de fonctionnement, leur type d'intelligence en arborescence, ça donnait des super développeurs. Donc au contraire, ils prennent pas les autres et tu vois. Mais regarde les cafés joyeux, le temps qu'il a fallu pour accueillir les personnes trisomiques, alors que moi je les trouve géniales parce que elles vont mettre une ambiance de dingue dans une équipe, elles te dédramatisent un truc en 2 secondes où toi tu te prends la tête et bah, c'est pas grave et tout. Moi je les ai toujours adorées parce que elles ont une énergie super, elles ont beaucoup d'humour et beaucoup de, tu sais, voilà, de prendre les choses Une au- autodérision aussi. ouais. Beaucoup Et tu d'autodérision. vois, et encore, on est encore sur des métiers où on les a pas mis PDG ou au conseil d'administration, hein. Donc oui, ça va mieux. Mais le gap qui reste à faire Ouais, bien sûr. est sidérant, quoi, de la différence. C'est clair. Ok. Quels sont les stages que tu fais, notamment en fin d'études, et vers quel secteur est-ce que tu t'orientes? Alors, je sais que je veux faire de la stratégie. Ok. Je veux rentrer dans un grand cabinet. Je dis grand, pas parce qu'il est grand et la bonne réputation, mais parce que, comme je sais que je m'ennuie très vite, je veux voir tous les métiers et, euh, et je veux travailler sur différents sujets. Je, je réalise grâce à mes stages, justement, euh, que si on me dit tu vas faire carrière dans 5 ans, t'es là dans 10 ans, je, je sens instinctivement que je vais déprimer et que je vais être malheureuse. Alors que la plupart des élèves qui sont présents rêvent de ça. Ils ont une route qui leur est tracée, sécurisée, puisqu'ils voient où ils vont et tout. Moi, le fait d'être dans l'inconnu, ça ne me trouble pas du tout. Tu vois, j'ai cette capacité à ne pas me sentir en difficulté ou à pas paniquer. Je dis pas que c'est mon quotidien, mais ok, l'inconnu, ça existe, tout peut t'arriver, mais c'est pas stressant, tu vois, pour moi. Alors que je voyais bien que... Donc, je fais des stages, mais dans tout type et d'activité et de format. C'est-à-dire que je fais un stage chez un éditeur de logiciels euh, qui est une toute petite structure, qui n'a pas beaucoup de moyens. Et moi, j'ai envie de me dire comment je peux l'aider sans moyens. Tu sais, un peu à la MacGyver, en me disant, bon, il n'a pas beaucoup de finances. Mais tu vois, ça va construire mon point de vue. C'est-à-dire, par la suite, je ferai toujours attention quand il y a des stratégies d'alliance entre deux pays, entre deux entités, de toujours faire attention, entre guillemets, aux plus faibles, qui ne se fassent pas manger par le gros, etc. Et ça, j'en ai pris conscience en me disant, il y a des gens qui ont du talent, qui ont une solution merveilleuse, et ils n'ont pas les moyens de la développer. Donc après, ça a été de me dire, je prends un peu aux riches pour faire du bénévolat, aider les autres en off, tu vois. Et à côté de ça, j'ai fait des stages dans des grosses structures. J'ai travaillé chez Hermès sur le sujet du luxe et de l'Asie. À l'époque, l'Asie, c'était vraiment les quatre dragons, c'était vraiment comment on appelle ça? Les pays émergents, etc. Donc le fait que ce soit émergent, ça m'intéressait. C'est là où j'ai vu que j'aimais bien tout ce qui était nouveau, innovation, etc. Euh, le luxe, pourquoi? Parce que c'est une exigence de dingue à toutes les étapes du process. C'est la qualité d'accueil, la qualité de ce qu'on crée, la qualité des tissus, et qu'on est
on fasse des choses, mais juste parfaites. Et je me suis dit, si j'arrive à avoir cet état d'esprit d'exigence dans la conduite de projet, pour moi, j'avais vu Le plus haut l'une des stade choses les d'exigence. plus compliquées. Ok. Après, que ce soit de l'habillement, c'est pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment l'état d'esprit en se disant, ça va sécuriser. J'étais déjà, parce que je te dis, quand on est défaillant, on se dit qu'est-ce que je vais avoir comme clé pour sécuriser moi, mon projet, la manière dont j'ai travaillé. Donc, des petites boîtes, des grosses boîtes. Euh, j'ai travaillé aussi, j'ai fait un stage chez Thomson CSF. À l'époque, c'était sur les radars électroniques à hyperfréquence et sur l'Amérique du Nord. Et en fait, là, ça m'a appris à faire une veille stratégique, tu vois. Aller voir les brevets, aller voir les choses qui existent déjà, les concurrents de Thomson à cette époque, etc. De faire un peu d'espionnage, entre guillemets, tu vois. Mais ça m'a servi aussi parce que pour mes clients, à chaque fois, je leur dis, c'est quoi le critère différenciant? Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, tant qu'ils ne cassent pas la baraque, tu vois, je lâche pas l'affaire, quoi. Donc tous ces stages, en fait, m'ont permis, moi, de construire la manière dont j'avais envie de travailler et m'a donné des clés. Et finalement, ton entrée dans le monde du travail, elle se fait de quelle manière? Ton premier CDI? Catastrophique, Ok. vraiment catastrophique. Je sors d'Audencia maintenant. Je passe un entretien avec un gros cabinet de conseil en recrutement, l'un des deux plus gros. C'était lequel? T'as le nom ou tu te Je sais souviens pas plus? si je dois le dire. Ah Ar- bon. Arthur Andersen. Ok, ok. Et donc là, j'y vais. Je me dis, Stéphanie, moi, j'étais hyper impatiente de travailler, vraiment. J'étais dans les starting blocks, etc. Je savais qu'on ne pouvait pas me faire d'objection parce que, en termes de connaissances, d'expertise, j'avais bon, tout ce qu'il fallait, etc. Donc je fonce, j'y vais, je déballe mon truc. Et accessoirement, il me parle de mon âge, où je suis née et tout. Et j'ose dire pour la première fois tout ce que j'ai comment dire, mais je me dis, mon employeur, je vais être amenée à travailler avec lui, forcément il va s'en rendre compte, tu vois. Donc, puis je lui dis, voilà, l'autisme et le mensonge, ça fait pas mon ménage parce qu'il faut se souvenir ce qu'on a dit pour nous, c'est une perte de temps. Donc, je dis, on ne fait pas ce genre de choses. Donc, j'y vais, mais moi, hyper à l'aise en me disant, bon, je me suis pas imaginé à quel point la claque que j'avais. Donc, à la fin, il m'écoute et tout, il me dit, écoutez, on va pas aller plus loin. Vous êtes jeune, vous êtes une femme, vous voulez faire de la stratégie, vous voulez travailler à l'international, alors que vous n'avez pas d'expérience. Vous me dites que vous avez des problèmes de mobilité, que vous êtes atteinte de surdité. Alors l'autisme, je ne le savais pas à l'époque, hein. Oui, et je pense qu'il y avait que ces deux choses-là où vraiment, qui étaient claires même pour moi. Il me dit, pourquoi? Je dis, mais tu vois, j'étais le sourire aux lèvres, je me disais, j'ai raté un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je vous promets 25 ans de chômage. Il me dit, c'est même pas la peine de continuer, vous n'y arriverez pas. Donc là, claque Mais le mec est taré, hein. Le monumentale, mec est taré tu vois, de te parce décourager. que, parce que tous tes rêves, d'un seul coup. En plus, moi, je te dis, j'ai la maladie qui rythme ma vie. Et les périodes où je suis malade, où j'ai des crises, etc. Bon. Et là, j'ai de la chance, je suis la première femme à être le plus longtemps debout dans ma famille. Mais ça aurait pu m'arriver, j'aurais pu avoir que 2 ans d'activité professionnelle, tu vois. Donc, tu as tes rêves qui se brisent en 1000 morceaux. Et en plus, quand je te disais, on nous apprend à avoir honte de nous, moi, je comprends, vous êtes une femme, donc pour lui, élément négatif. Vous êtes jeune, élément négatif. Vous voulez faire de la stratégie, c'est pas accessible, vous rêvez, avant d'y aller, il vous faudra 30 ans d'expérience, donc négatif. En fait, il pose sur moi que des choses négatives, cette personne, tu vois. Donc comment tu veux après avoir confiance en toi, être fier de ce que tu fais, ne pas douter en disant je suis archi nul et je vais donner des mauvais. Même tout ce que tu as appris et que tu as transmis l'école et tes profs, tu es arrivé tout souriant, tu repars, tu dis ben, c'est mort pour moi, quoi. Ouais, ouais. Tu vois? Mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur un peu la positivité et être positif, moi je suis complètement d'accord et pour être tout à fait transparent, moi j'y croyais pas encore. Je me suis pété la clavicule il y a quelques années et on m'avait dit va falloir opérer. Et une opération, c'est quelque chose d'assez dangereux parce que ça implique une anesthésie générale.
Et donc, ma mère, j'avais la chance qu'elle connaissait un mec qui était brillant, enfin, un mec qui opérait en Chine, qui opérait à Dubaï, qui opérait en France. Donc, il était venu sur un créneau particulier en France. J'ai eu une consultation avec lui et il m'a dit, on va pas opérer. On va pas opérer parce que faut que tu t'envoies des ondes positives. Et en gros, là où lui, il opérait, il y a de plus en plus de sciences qui se développent. C'est le positivisme, c'est on soigne par les ondes positives. Donc moi, je fais écho à ce que tu dis et que tu es la femme la plus dans ta famille qui tient debout le plus longtemps. Et je pense que ça a un impact sur ça. Parce que moi, effectivement, ça m'a aidé à guérir, tu vois. Il y a vraiment des clés, alors que c'est parce que maintenant j'ai 56 ans que je suis capable de faire cette analyse aussi. Mais justement, les clés, que ce soit de résilience pour une personne ou pour une entreprise, c'est quasiment les mêmes. Et c'est entre autres cet optimisme à cultiver, Complètement. même si c'est des petites choses au début, mais voilà, se réjouir, se mettre des petits mots sympas, se mettre du parfum d'ambiance, mais tout faire pour que le contexte soit possible et te projeter de manière possible. Oui, il peut y avoir le pire, mais il peut y avoir aussi le Bien meilleur. sûr. Et là, si tu veux, j'arrive et je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire, quoi, tu vois. Là, pour le coup, je suis vraiment en mode panique en me disant, donc je prends une mission. En fait, non, je refuse. Je vais à l'entretien quand même. Ils me disent, voilà, on cherche quelqu'un pour créer un groupement d'intérêt économique européen. Alors là, mon cerveau, il commence à être content déjà. Je dis, oh, yeah, super. Parce qu'on a des entités partout en Europe. On veut les fédérer autour du groupement. Donc, il y avait des problématiques interculturelles. Il y avait... Donc, je dis, yes, génial. Et puis, il y avait un aspect fiscal, juridique, mais aussi commercial, etc. Et on voudrait voilà, que vous vous occupiez de, de ce projet. Vous travaillez avec le siège en Grande-Bretagne, etc. Donc ils me disent, on se revoit. Bon, je n'étais pas évidemment la seule. Je ne parle pas de mon handicap, du coup, puisqu'on m'apprend à me taire. Donc je dis, je ne vais pas être stupide, il faut que je mange, que je travaille. Donc j'ose même plus en parler. Par contre, j'arrive le soir, je dis à mes parents, j'aurais adoré, le projet est génial. Mais il faut que je leur dise par honnêteté que je ne suis pas capable de le faire. Et là, mes parents m'ont engueulé, ils m'ont dit, mais t'es stupide, Stéphanie, ou quoi? À quel moment c'est ton domaine d'expertise? Parce que toi, il y a un ahuri qui t'a dit quelque chose, Complètement. tu n'es pas capable. Et en plus, ils me disent un truc qui fait un déclic. Ils me disent, mais tu sais, Stéphanie, si ça se trouve, il y a un mec qui n'est pas capable du tout, mais qui a dit, pas de problème, génial, voilà, je vais vous faire des propositions. Et alors qu'en fait, lui, il n'en sera pas capable, et il leur a dit oui. Forcément, il y a quelqu'un qui va dire oui à un moment donné, même s'il ne tombe pas tout de suite sur la perle rare et tout. Donc, t'es stupide, demain, tu rappelles, tu y retournes et tu leur dis OK. Parce qu'ils attendaient ma réponse pour continuer les entretiens, tu vois. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Et la première mission, outre ce projet-là, ça a été de m'envoyer au CES à Las Vegas. Alors, ce que j'aimais bien dans la première partie de la mission, c'est que j'ai vu tous les services, toutes les entités européennes. Et une fois de plus, ça m'a nourri en me disant, il faut faire attention, il y a des points de vigilance quand il y a des structures qui ont un format différent, une mentalité, une culture différente, etc. Donc c'était juste passionnant. Et le côté innovation avec le premier CES à Las Vegas. Et en plus, ce qui a été un super cadeau, c'est que j'avais pas de budget. Donc on m'avait payé le billet d'entrée, le billet d'avion, etc. Mais j'avais pas de stand. Et ils voulaient que je vende leur solution. Et à l'époque, il y avait un tableau, alors ça va vous paraître un peu dingue parce qu'on n'est plus à cette ère, mais un tableau avec une punaise, avec un bout de papier où il y avait marqué speaker. Tu pouvais donner des keynotes, des machins, sans être inscrit maintenant en ligne depuis des mois. Et donc, et c'était gratuit. Donc, le premier truc que j'ai fait pour quelqu'un qui n'avait jamais parlé, parce que voilà, j'avais 21, 22 ans, comme les gens, ils n'avaient pas ma culture, pas mon langage, et personne ne savait que j'étais handicapée, je suis montée sur scène, je me suis même pas posé de questions. Et après, j'ai pu arrêter. En fait, de ne pas travailler en France avec des Français, ça m'a vraiment permis, tu vois, Ouais, de... de me sentir pas Ouf, forcément à ma place, mais dire personne ne va m'embêter avec ça, bien quoi. sûr. Personne n'est au courant et personne ne va me juger sur cette vulnérabilité, cette fragilité, ou en tout cas ce qui me différencie des autres. C'est qu'en tout cas, quand tu travailles aux US, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus cette maturité et cette acceptation dans le travail. Il y a cette culture du laisser-faire. C'est que Oui,
Et Fais et je puis te fais surtout, confiance et on verra les résultats. même quel que soit le handicap, ça fait partie. On le voit avec Google, ils sont super bons dans la Ouais, diversité. exact. Dans l'inclusion aussi, bon, Microsoft aussi, mais ce que je veux dire, dans la mentalité, dans l'état d'esprit, ça se reflète vraiment, tu vois. Et que ce soit le regard sur le handicap ou le regard sur l'échec, euh, on va te, on va presque embaucher quelqu'un, je dis n'importe quoi, qui a coulé 17 boîtes, que quelqu'un qui en a coulé une, parce qu'on sait que le mec a coulé 17 boîtes. Il a affronté des tempêtes de dingue et qu'il a appris forcément de toutes ces erreurs qui n'étaient pas forcément des erreurs. Ça peut être des changements de réglementation qui font que ton produit, tu ne peux plus le vendre, Bien mais sûr, ouais. tu vois. Donc, c'est pour ça il y a encore vraiment, vraiment du travail, quoi. Ok, tu as créé ton cabinet de conseil en strat international il y a 15 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé vers... Tu veux faire de la strat, ça c'est une certitude. Qu'est-ce qui... Alors, en fait, j'ai essayé de travailler dans voilà, tous les secteurs d'activité, de tous les formats de boîtes possibles et inimaginables. Et il y a un moment donné où moi, je suis plus en adéquation avec les valeurs de certaines boîtes et à la manière dont on fait du conseil en stratégie. C'est-à-dire que malheureusement, je suis passée par des cabinets où euh, on vient faire un audit, on repart avec des données et on revient au bout de 3 mois en déployant avec un gros meeting, etc., les orientations stratégiques de la boîte, etc. Et on donne ça aux dirigeants, sauf qu'on n'a pas co-construit la stratégie, ni avec les équipes, ni avec le dirigeant. Donc je revenais parfois 1 an après pour faire un point, et je leur disais, vous en êtes où, est-ce que ça se passe bien, etc. Euh, ils ouvraient le tiroir, ils me montraient, à l'époque c'était format papier, hein, ce qu'on vendait. Ils me sortaient le plan stratégique de 1 à 3 ans, il n'avait pas ouvert une page, mais j'ai rien compris. Donc il pouvait pas, et ce qui est logique, s'approprier. Et moi, intellectuellement, je me disais, mais pourquoi on fait des trucs comme ça? Parce que, co-construire, on limite les risques d'être en adéquation avec la vision du dirigeant, on parlait de la formation d'une équipe et du leadership inclusif, en disant qu'est-ce qu'on a comme talent à l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit recruter parce qu'on les a peut-être pas. Donc tu vois, ne pas prendre la main du dirigeant en disant vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tu vois, l'humain, et c'est pour ça peut-être que je suis à la fois en termes d'injustice et de discrimination, mais aussi sur le côté accompagnement et stratégie. Je trouvais que c'était donner une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis, en fait, qui va se planter, c'est obligé, Bien sûr. tu vois. Si tu l'expliques Donc, pas et que tu l'accompagnes mais pas... on nous disait, il ne faut pas trop passer de temps dans l'entreprise. Après, ils ont trouvé des moyens de le marketer, de vendre du temps aussi autrement. Mais à l'époque, voilà, on faisait un audit, on rentrait, on revenait, on déployait le truc en 1 heure et demie. Mais c'est quand même les 3 prochaines vies de sa boîte, il n'avait rien compris, il n'osait pas les dire. Donc, ça a commencé comme ça à me dire, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment aider les gens à réaliser leurs rêves professionnels et que tenir compte justement des spécificités de c'est quoi leurs valeurs, c'est, tu vois, d'avoir voyagé partout dans le monde, d'avoir vu plein de gens différents. Je me dis, cette richesse, comment en plus on va co-construire et ensemble et lui dire, vous inquiétez pas, je suis à côté de vous. Peut-être il faudra de la montée en compétences, peut-être il faudra du coaching, peut-être il faudra voilà, vous préparer aussi. Tu vois, on en parle euh, aussi avec l'initiative que j'ai créée Exportunity pour les startups qui veulent aller à l'étranger ou s'exercer sur des salons pour voir comment ça va se passer. Il faudra peut-être qu'ils apprennent l'anglais, apprennent à pitcher en anglais, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que juste de réussir un pitch, il y a des concours de pitch, etc., de faire une veille stratégique, etc. Donc c'est vraiment donner toutes les clés et pour moi, mettre l'humain au cœur du projet. En fait, j'ai essayé de faire des simulations et à un moment donné, ma conclusion, ça a été 98% des échecs sont dus à des malentendus et à une mauvaise compréhension de la stratégie qu'on a envie de déployer. 98%, c'est lié à ça. Il faut absolument réduire. Et pour réduire, déjà, il faut introduire de l'humain, il faut introduire de l'interculturel, parce que si les deux entités ne savent pas communiquer, parfois même pas par biais ou par culture, mais c'est comme en France, être riche pour quelqu'un qui est en France et dire à l'autre personne de l'entité, on va travailler sur des gens riches et tout, lui, dans son pays, les gens riches, c'est peut-être tel statut,
Et puis dans l'autre pays, lui, les gens riches, imaginez que c'est... Donc tu vois, tous ces malentendus qui peuvent exister créent ou sont source potentiellement d'échecs. Donc l'idée de partir de l'humain et de dire, OK, il y a un objectif, idéalement, on va voir ce qu'on peut faire, mais en tout cas, et on va faire aussi en sorte que en interne, on fasse ce travail. Parce que si tu fédères pas tes équipes, tu dis, demain, on va aller sur tel marché, ils n'ont pas suivi le projet et ils ne comprennent pas. Ça m'est arrivé une fois, il y a une boîte qui avait coulé, qui était en train de couler, qui avait été rachetée, ils fabriquaient des charentaises. C'est un marché vieux, tu trouvais ça chez je sais pas qui, enfin tu vois, j'allais travailler dans le luxe et je dis au type, génial, vous allez voir, on va faire un truc incroyable. Parce que moi, ce que j'adore, c'est aussi être créative et faire des propositions. Je dis, on va se positionner dans le luxe. Et alors là, il me regarde, il se dit, elle est complètement folle. La charentaise, la cible, elle est hyper vieille, le produit est super moche, il gratte de partout, c'est comment je vais devenir riche avec ce truc? Il a voulu le racheter, mais je dis, on va faire des trucs de dingue. On va prendre les mêmes tissus, les mêmes cuirs. Donc j'ai été voir Hermès, tous les gens que je connaissais dans le luxe, et j'ai dit à une clientèle hyper haut de gamme, qui adore la France, qui adore les Français, qui veut cultiver cette culture française, on va leur faire du sur-mesure et avec la même qualité et les usines des grosses boîtes de luxe et on va les personnaliser. Ils veulent des diamants, on mettra des diamants même si nous on trouve ça moche. Mais voilà. Et elles ont été vendues, on les a mis dans un pop-up au Galeries Lafayette Haussmann. C'est parti comme Comme des des petits petits pains. pains, etc. Sauf que, je reviens à mon idée d'accompagner, d'intégrer les équipes dirigeantes ou les équipes qui travaillent avec toi. Quand le dirigeant, moi j'étais à mon côté, etc., a présenté sa stratégie pour qu'on a. Ils ont dit attendez, on est en récession, vous nous avez racheté, on n'a pas d'argent, vous me dites que on va Propose se un nouveau sauver parce produit. qu'on va vendre des charentaises avec des diamants. Tu vois, et donc il y a eu un blocage des anciens qui ont dit notre culture, c'est la tradition, c'est de pas toucher au tissu écossais, c'est, tu vois. Donc c'est un non-sens et c'est là où moi j'ai voulu créer sur ce que j'avais identifié comme clé de la réussite, parmi, pas toutes, mais que celle-ci, personne ne le faisait. Je me disais, mais c'est stupide, quoi. Donc voilà, Hmm. c'est juste, et ça m'est venu, et après, ouais, de me dire aussi, de me faire confiance en me disant, instinctivement, il y a des choses que je comprends, que j'ai compris, ou que j'ai acquis, comment par rapport à mes expériences et aux échecs que j'ai vus, je suis Tes désolée, souhaits. aux échecs que j'ai vus parce que entre deux pays, ils n'arrivaient pas à se respecter et à se comprendre, tu vois, dans l'informatique. À l'époque, on faisait informatique, les personnes en France qui étaient seniors ne voulaient pas travailler avec les petits jeunes qui avaient une casquette à l'envers et qui faisaient du scut, qui étaient indiens, parce que non, il est hors de question que ce soit mon binôme, quoi, ou que ce Ouais, soit bien sûr. mon équivalent sur ce projet. Donc tu vois, tout ça, voilà, l'intergénération, tout ce qui peut bugger, moi j'adore, et tout ce qu'il faut résoudre. Ok. Et c'est quoi pour toi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées dans toutes les boîtes que tu as lancées? Notamment en D-Road, hein. C'est super compliqué comme question. C'est jamais évident, ou un moment Parce charnière que, dans... non, mais parce que c'est multifactoriel aussi, tu vois. Il y a le fait, comme je commence de travailler, on me dit t'es trop jeune. Après, quand la tech, j'ai toujours été parce qu'il y a de l'innovation et parce que pour moi, c'est un des leviers fondamentaux pour aller à l'international et pour réussir tout court. Euh, il y a eu, c'est quand même souvent tout ce qui est préjugé, le fait d'être femme, d'être soit trop jeune, soit trop vieille. Euh, Quand j'ai osé enfin parler de mes différents handicaps, de se dire bah oui, mais les investisseurs ils vont pas suivre parce que vous êtes malade, potentiellement absente ou inapte et tu vois très rapidement sur la start-up, euh, on m'a dit mais pourquoi vous prenez pas un homme en fait avec vous pour vous aider? Je dis mais ça fait 20 ans que je fais de l'entrepreneuriat, euh, 30 ans que je travaille dans la tech. Bah, j'ai pas besoin de prendre quelqu'un en fait pour m'aider, tu vois, je comprends. Ouais, bien sûr, je vois. Alors il y en a qui ont été encore plus indélicates, qui m'ont dit mais ça serait peut-être bien de prendre un associé avec vous et puis valide si possible. Les mecs sont tarés, hein. J'ai dit pourquoi valide?
moi, je me sens pas valide. Alors, c'est peut-être ma faute aussi, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est de tu as réussi avant à t'en sortir et en plus toute seule, sans financement, sans rien. Tu fais un métier que tu espérais te faire, mais tu pensais, on t'avait dit dès le début que tu n'y arriverais pas, donc tu dis, je peux prouver que je suis apte et que j'ai quand même, en plus des compétences de gestion de projet, puisque je le fais pour mes clients, pourquoi je ne pourrais pas le faire pour moi? Donc, c'est surtout tous ces blocages liés à des biais, soit conscients, soit inconscients, soit la bêtise, faut le dire aussi, hein, euh, tu vois, il y a des gens qui m'ont dit, quand on est une femme et qu'on est en situation de handicap, des fois j'ai du mal à en parler, mais on ne prend pas de poste à responsabilité, on reste chez soi. Et ces mecs-là vivent Et encore à dans les chaque années fois, 50, ouais, quoi. mais tu vois, c'est quand tu as une blessure, entre guillemets, même si tu vas de mieux en mieux et tu te dis, il y a des jours où tu te dis, je m'en fiche, etc. Mais, à chaque fois, de te ramener à quelque chose qui est douloureux, parce que c'est une maladie, parce que ça peut être douloureux aussi physiquement, mais même moralement, tu vois. Il y a des maladies qui sont lourdes à porter en charge mentale. Donc en fait, c'est des obstacles à chaque fois où tu vois, et puis tu vois qu'il y a des gens que tu ne pourras pas changer. Donc le deal, c'est quoi? C'est de dire, le rassurer au maximum, etc. Mais tu sais que tu vas ramer et que tu vas souffrir, parce que si lui dirige sa boîte, ça veut dire que quand même, autour de lui, potentiellement, il y a des gens qui peuvent avoir le même état d'esprit. Donc minimiser les risques de s'exposer aussi, c'est une vraie compétence à acquérir, tu vois. Se dire, ok, génial, je vais être dans un gros cabinet qui est vachement connu, mais je vais être obligée de m'adapter, de me plier en douce pour ressembler à tout le monde, travailler comme tout le monde, et un truc qui va me faire du mal même au niveau de ma santé, ou je vais faire un truc peut-être avec quelqu'un qui n'existe pas encore, qu'on est juste au test, qui n'a pas de budget, qui rame comme un malade, mais qui est hyper intéressant, qui est, tu vois. Moi, j'ai besoin vraiment de plus en plus, alors que je pensais que ça aurait moins d'impact qu'au début. euh, et puis parce que tu arrives à voir les gens après quand même, à les sentir plus rapidement. Là, je parlais du Vivatech, même mon corps, il n'a pas envie de serrer la main, il n'a pas envie de. Il y en a un à un moment donné qui me connaissait, ouais, qui se penchait vers moi pour m'embrasser, on ne se connaissait pas. Il a été hyper mal à l'aise parce qu'en fait, je me suis reculée, quoi. Mon corps, il arrive même plus quand il a pas envie, que je vois que c'est quelqu'un qui va mal se conduire ou tu vois, ton corps instinctivement, il sent déjà que non, c'est pas des gens avec qui donc je refuse, ça, c'est vraiment un grand luxe que je me suis autorisé, qui me coûte cher, mais qui est vachement important pour moi, c'est d'avoir ce pouvoir de dire non. Même si on me paye très cher, on me dit: «Je veux aller sur ce marché» et que je dis: «Non, vous n'allez pas y arriver», et qu'on me dit: «Mais je veux y aller quand même, je vous paye pas le doux, mais j'ai envie», ou quelqu'un, tu vois, qui est tyrannique dans sa boîte, ou qui est toxique. J'ai eu plusieurs fois des cas comme ça, où la personne ou le conseil d'administration m'a dit: «Il faut absolument le coacher parce qu'on commence à avoir des soucis, il fait du harcèlement, machin», même pas en rêve. Bien Et sûr. parce qu'en plus, la solution, c'est pas le coaching, tu vois. C'est le remercier de C'est ses services. et je lui dis: «Il est toxique, il faut le virer, en fait». Complètement. Et à quel moment, il a droit à une seconde chance et on va lui payer du coaching? Est-ce que vous payez des séances de psy aux personnes qui Qui sont sont harcelés, harcelées? justement, bien sûr. Si on veut être juste, tu vois? Et Ouais, ce pouvoir, je dis pas, je sais pas si c'est le mot pouvoir, mais en tout cas, moi, je me laisse le droit à 100 de dire non. ok, Alors parfois, tu rates des super opportunités, hein. bien sûr. Mais est-ce que c'est des super opportunités parce que tu as souffert, tu t'es mis dans les bons rangs, Oui, tu as clairement fait le choix de favoriser ton ouais, bien-être ouais. avant l'argent, Oui, et puis mes valeurs. bien Parce sûr. que, parce que je pense que vous êtes une génération, et c'est top, pour lesquelles ça a vachement d'importance. Mais moi, les valeurs, on n'en parlait que pour le logo en se disant, il faut le créer par rapport aux valeurs de la boîte. Alors qu'en fait, tu allais voir quelqu'un de boîte, tu sais quoi les valeurs? Tu passes un entretien d'embauche, tu vois, tu essaies de te rapprocher de gens qui sont dans cette boîte-là, qui sont incapables de te dire, c'est mort, quoi. Ok. Et dans un contexte peut-être un peu différent, mais qui implique tes différentes expériences, tu as créé un incubateur, Ouais. Exportunity de Startup International. Quelle plus-value est-ce que tu apportes aux incubés? Comment tu fonctionnes? Alors, évidemment, c'est 30 ans d'ancienneté, on va dire, hein, quand on parle de manière ouais, cash.
Donc forcément quand même 30 ans, en plus à avoir accompagné, bah, des boîtes de toute taille, des porteurs de projets, des dirigeants, des multinationales, donc forcément, il y a des connaissances terrain, il y a des réseaux que j'ai formés aussi. Parce que je connais plein de monde, partout, dans plein de secteurs d'activité, que ce soit des réseaux de femmes ou par secteur d'activité, etc. Donc c'est super facile. Et je trouvais qu'à un moment donné, il y a 2 choses qui m'ont motivée. Un, c'était de partager les clés du succès à des jeunes qui parfois ont des idées géniales, mais qui n'ont pas la chance d'avoir un carnet d'adresses, un réseau, etc. Moi, j'estime que mon carnet d'adresses ou le regard en 2 secondes que je peux donner sans prétention hein, mais sur un projet, Bien sûr. si je ne la partage pas, c'est pas une richesse. Et ça me sert à quoi d'avoir mon coffre-fort et des gens qui ne veulent pas donner leur contact et tout. Ça sert à quoi que tu l'as accumulé une fois que tu l'as utilisé une fois pour toi, il va quasiment plus te servir, tu vois. Donc il y avait cette envie de donner à la fois des clés en termes de technicité sur la stratégie, parce qu'ils ne sont pas accompagnés, pas préparés. Et justement, je voyais des régions qui disaient, voilà, il faut 17 startups pour la région, je sais pas quoi, qu'on emmène, parce qu'ils ont des quotas aussi à respecter. Mais ça, ils ne le disent pas forcément, même si elles sont mauvaises et pas prêtes. Or, t'envoies au casse-pipe des gens qui n'ont pas été préparés, qui n'ont pas la posture forcément. Euh, Tu peux avoir une idée géniale, mais tu peux ne pas avoir la posture d'un entrepreneur. Tu vois, les skills qu'il faut, etc. Donc, il faut les faire monter en compétences, il faut les accompagner. Sur l'international, est-ce qu'ils savent négocier? S'ils s'exposent, qu'ils sont la risée de tout le monde. Je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois avec une boîte qui a dit non, non, j'y vais et tout. Ça va le faire. C'était sa grande expression, ça va le faire. Ah, ça l'a fait. Tout le monde s'est marré. L'année d'après, tout le monde attendait à Las Vegas le mec qui s'était planté pour se marrer une seconde fois, quoi, tu vois. Et reconstruire une réputation, c'est... Donc, je trouvais que exposer des startups, même sur des salons comme Vivatech, où tu peux avoir potentiellement des investisseurs ou des partenaires étrangers, pour moi, ça a du sens, à un moment donné de maturité, de dire, si jamais vous avez une opportunité avec une boîte étrangère, bah, il faut vous préparer à être capable de négocier, de ne pas tout dire sur votre projet pour ne pas vous faire piquer l'idée, de donner plein de clés selon la culture aussi, tu vois. Donc, ça me semblait vraiment avoir du sens. Et le dernier point, je t'ai dit 2, mais le troisième, c'est que je voulais un lieu accessible à tous, donc virtuel. Tu vois, pendant le confinement, on a créé des salles de réunion et des événements virtuels. Et je me disais que ce soit pour des raisons de coût, quelqu'un qui n'a pas les moyens, il a son pass pour le CES, mais il ne peut pas se payer l'avion, il n'a pas le budget, etc. Même s'il a des aides, etc. Mais il n'a pas l'hôtel, il n'a pas plein de trucs. Cette envie de donner la chance à tous, voilà, t'as pas un sou, mais voilà, toujours avec cet esprit d'équité, de justice sociale. Et je me disais, c'est donner la chance à tout le monde. Tu peux y assister, voilà, même si c'est à 3 heures du matin en décalage, tu as un ordinateur, tu te connectes. Je voulais vraiment, tu vois, qu'il y ait cette possibilité aussi de se dire, je parle pas forcément du handicap, hein, mais et aussi, tu es en fauteuil ou tu as une maladie chronique où tu gardes ton enfant ce jour-là, de ne pas rater cette opportunité et de dire, ok, je la couche ou je sais pas comment je m'organise et tout, mais Hmm. tu vois, je mettrai sur mute, mais j'assiste en direct, en distanciel. Tu vois, moi ça me semble du bon sens de dire qu'on a besoin à l'heure actuelle de solutions agiles comme ça. Ici, c'est très bien, Paris. Ok, on peut aller à des événements, il y a plein d'événements. Tu peux pas aller à tous, ça te coûte cher. Pendant ce temps-là, tu peux pas faire autre chose. Quand tu viens de province, il faut quand même le billet d'avion, le logement, le machin. Et pourquoi tu pourrais pas rester en contact et trouver un moyen de te mettre en contact avec des gens qui sont sur place parce que toi, tu t'es pas déplacé. On te prive aussi, tu vois. Et quand je vois qu'il y a plein d'incubateurs qui continuent de faire des événements auxquels tu ne peux assister que si tu es sur place. Alors, pendant tout le confinement, on a réussi à vivre et à survivre, et là, on n'y arrive pas. Tu vois, ils sont tous revenus parce qu'ils avaient envie de se voir. C'est intéressant, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire en distanciel, en fait? Qu'il y ait des gens présents, tu vois, le mix même pour le management inclusif, de rester sur des choses où on a la possibilité de faire les deux. C'est quoi le problème?
Ça coûte rien, tu as besoin d'une caméra, d'un micro et la personne elle suit en direct l'événement, Bien sûr. tu vois? Mais c'est top que tu aies cette démarche hyper altruiste dans l'environnement de toujours vouloir partager, aider les plus jeunes parce que bah, je suis un peu comme toi, à mon échelle bien sûr, hein, qui est bien moindre. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui censurent ou de projets qui sont capés parce que les gens ont pas les outils nécessaires pour avancer ou alors on les bloque ou alors voilà, il y a plein de facteurs un peu exogènes qu'on maîtrise pas. Et Euh, tu vois, le fait de faire, par exemple, on pourrait faire des bootcamps sur le sujet. Euh, et moi, ah oui, et le dernier objectif d'Exportunity, euh, c'est d'essayer de créer un réseau d'entrepreneurs qui peut échanger. Tu vois, ça peut être un entrepreneur d'une start-up qui veut rentrer sur le marché européen, mais en même temps, lui, j'ai n'importe quoi, il vient d'Afrique. Donc, il peut transmettre. Tu vois, c'est pareil, c'est une richesse toute simple. À quel moment, toi, tu vas aller dans son marché, lui, il veut comprendre comment marchent les Européens et tout, vous avez des richesses à vous apporter et tout. Et en fait, on n'a pas l'occasion de... Même si vous appréciez, vous aurez... S'il n'y a pas un cadre qui accueille ça, qui permet cette rencontre et cet échange, bah, vous croisez un événement, mais vous n'aurez jamais le temps parce qu'on le sait tous. Pour plein de raisons, vous reverrez peut-être, mais que d'ici 1 an et demi, tu vois. Donc je trouvais que c'était important que tout le monde contribue à sa manière à dire, ben moi, ok, je suis sur un business, alors c'est, je sais pas, de l'imprimante 3D. Lui, il arrive, voilà, par exemple, de l'Afrique ou d'un autre pays étranger, et tu vois, de dire, bah voilà, on met à disposition nos compétences pour l'autre, et on sait que lui, le marché africain, il connaît super bien et tout. Enfin, avec 3 francs 6 sous, tu peux faire un truc hyper utile, hyper pertinent, tu vois? Donc et qui sert, ouais. voilà, Ok. c'est tout. Juste ça l'idée. Mais voilà, mais tout le monde aurait pu l'avoir. Mais je trouve que, ouais, on fait du coup plein d'économies de temps, d'argent, et cetera. Et donc en parallèle de ça, et plutôt en parallèle plutôt, ce qui découle de ça, c'est t'es tout le temps occupé. T'es cofondatrice voilà, de plusieurs startups, t'es conférencière, t'écris des bouquins, t'as formé un collectif. Comment tu fais pour organiser ton temps, Heu l'équilibre vie pro, vie perso? et là, je suis en train d'écrire, 2 bouquins. Un sur l'IA égalitaire et inclusive parce que ça me tient vraiment à cœur. Hem et j'essaye de trouver un bouquin où je pourrais donner les clés, que ce soit des épreuves personnelles, heu, voilà, comme, la violence que d'autres femmes ou hommes, auxquelles ils peuvent être confrontés. Mais cette capacité, voilà, comment on peut essayer d'être en route, en tout cas, vers la résilience, tu vois? Je me dis, ce qui a marché pour moi, potentiellement, même si ça marche qu'avec une personne, tu vois? Je me dis: «Ça pourrait être utile». Mais pour revenir sur ta question, je m'ennuie très vite. J'aime pas les vacances. Tu prends jamais de vacances? Si, mais je pars avec mes dossiers. Tu vois, je suis sur D'accord, mon ok, ok, t'es transat toujours occupé. Ok. et je travaille. Et il y a plein de gens qui comprennent pas ça. Je vais à des concerts ou des festivals. J'ai fait là au début de l'été. Il y a des gens qui me connaissaient pas, qui sont venus me voir en me disant, mais depuis, je répondais à un appel à projet, c'était hyper urgent. Je crois que mon cerveau sait faire plusieurs choses en même temps. Et je le vois parce que la nuit, moi, je dis, on dort, il dit non, moi, je vais travailler. Et il est en train de me déployer des trucs et tout. Et je pense que c'est mon mode de fonctionnement. Et j'ai vu quand on me dit, bah non, mais là, il faudrait que tu te reconcentres là-dessus, c'est plus urgent ou quoi. Tu m'enlèves un projet, au bout de quelques heures, maximum 2 jours, j'en ai recalé un autre sur lequel, bah, du coup, j'aimerais bien tenter ça et de commencer. Je pense que voilà, ça fait partie de mon fonctionnement. Et curieusement, j'arrive, on me l'a encore demandé hier, parce qu'il y avait plein de bruit, mais moi je l'entends pas, donc ça me dérange pas beaucoup. Et ils m'ont dit, mais ça te dérange pas qu'on soit en train de faire. Un moment plus de fierté pour toi, quel est le moment dans ta carrière où tu te dis, ok, ça, je suis super fier d'avoir fait ça, et pourquoi? Alors ça, c'est une question super compliquée. Et quand tu m'as posé la question, je dis, qu'est-ce que je vais lui raconter? Euh, je pense que j'ai ce ressenti, mais depuis presque quelques semaines seulement.
Parce qu'en fait, j'ai un magazine américain qui m'a contacté et qui m'a dit: «Faites l'historique de tout ce que vous avez réalisé, que ça ait marché ou moins bien, peu importe, mais tout ce que vous avez fait, vos distinctions, je sais pas, les études, les travaux de recherche, et cetera». Ils me disent donc déjà, je fais la liste, tu vois, des récompenses, des trophées, le fait d'avoir été lauréate de certaines choses, et cetera. Déjà, je me rends compte que j'arrive à 18. Donc officiellement, je passe à 19 puisque maintenant, je suis personnalité inspirante de la Handitech. Donc ça, c'est un super Félicitations. cadeau. Ah ouais, trop bien. Ce secteur a vraiment besoin de bouger. Et, euh, et je me suis trompée. Bon, en même temps, j'ai 56 ans. Mais c'était sur les... Il m'avait posé la question depuis la création de la start-up, justement. C'est-à-dire en 5 ans, à quel moment dans ta vie tu te dis, tu vois, même le prix où je suis arrivée deuxième sur 114 000 projets, je suis arrivée deuxième après Microsoft. Quand ils m'ont contacté, j'ai dit non, il doit y avoir une autre Stéphanie Gâteau dans le monde, mais juste, c'est pas, je peux pas avoir ce prix, quoi. C'est juste incroyable. Et, et c'est pour ça que j'ai du mal, je pense, à réaliser la distorsion entre ce que j'avais projeté une fois qu'on m'avait dit vous serez bonne à rien, parce que c'était quand même la phrase, même s'il ne l'avait pas dit explicitement, du cabinet de recrutement, en me disant vous n'y arriverez jamais avec entre vos handicaps, etc., tout le reste. Euh, j'ai fait le Parc des Princes. À quel moment tu te dis tu vas être au Parc des Princes, tu vas faire une conférence là-bas? J'en ai fait une avec la fondation Audencia à la Tour Eiffel. À quel moment, quand tu es toute petite, que tu ne comprends pas les gens, que tu n'arrives pas à t'intégrer, que tu n'as même pas d'amis, que le monde te paraît super bizarre, et qu'on te dit vous êtes bonne à rien, ou en tout cas on ne veut pas de vous sur le marché du travail, Hmm. tu te dis un jour, même dans mes rêves les plus fous, tu vois, j'aurais pas me dire un jour je donnerai une conférence sur l'IA à la Tour Eiffel. Si on m'avait prédit ça, j'aurais jamais cru. Bon, déjà, les prédictions, je ne suis pas très fan de toutes ces histoires, mais tu vois, je n'ai même pas osé le rêver dans ma tête. Et c'est vrai qu'il y a des phrases que j'entends et que je commence à m'approprier. Euh, tu vois, quand on dit rêver encore plus grand, plus haut que... Mais je comprends ce que ça veut dire. Il y a des rêves, puis il y a des choses qui sont même pas pensables, même pas imaginables en définitive. Euh, et donc, c'est le fait d'avoir envie de dire aux gens aussi, c'est la liberté de tout imaginer, même les trucs qui paraissent impossibles et complètement fous, tu vois. Et je me dis, effectivement, ça existe. Mais il n'y a que quand tu le pratiques, c'est comme la résilience. Au début, tu te dis, j'y arriverai jamais. Puis quand tu vois que tu trouves des clés pour te relever, que voilà, tu utilises l'espérance, tu utilises plein de petits moyens qui vont te permettre de te redonner un cadre et de te remettre les pieds à l'étrier, bah, tu vois bien que, ok, je sais tomber, je sais aussi me relever. À chaque fois, ça va être compliqué, mais c'est possible. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pas tellement une fierté, mais c'est important. Euh, tu vois, mon petit garçon m'a dit, toutes les fois où je me maudis et je me dis, ouais, je suis pas assez bien, j'ai des doutes, etc., il me traîne par la main, il a imprimé tout et il me dit, c'est quoi ça? Et il a récupéré dans un salon un portrait de moi qui doit faire 3 mètres sur 3 mètres. Il a été demandé à la fin à l'organisation, il est revenu avec son rouge, je sais quoi. Il me dit, tu verras. Il a affiché ça, ma photo dans sa chambre, il vit avec moi. Je dis, à quel moment tu as besoin de moi? Il me dit, mais tu te rends pas compte et tout. Et, bon. Et donc, je trouve ça chouette. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, je fais beaucoup de choses et je prends pas forcément le temps, moi, de me poser, de me retourner. Parce que je pense que j'ai cette urgence, tu vois, de me dire, il faut que je me dépêche de faire tout ce que j'ai envie dans ma vie parce que la maladie, d'un moment à l'autre, elle peut me réduire à néant ma vie. Euh, et là, le fait qu'on me demande l'exercice de me retourner, je dis, ah bah quand même, j'ai fait ça, j'ai rencontré un tel, j'ai ça dans mon réseau, effectivement, c'est super riche. Et c'est surtout le fait de se dire, bah, même quand d'ailleurs j'ai fait un TEDx là-dessus, même quand on a des mauvaises cartes entre les mains, ou en tout cas pas les bonnes, ça veut dire qu'on peut se créer soi-même des opportunités, des sujets d'intérêt, tu vois. Euh, tu t'entoures de gens qui sont dans le secteur dans lequel tu veux travailler, tu vas les interroger, tu vas voir si vraiment c'est ce que tu veux faire. Pour moi, l'opportunité, avant que je disais j'ai eu de la chance parce que j'ai le diplôme, j'ai eu de la chance, ils n'ont pas vu que j'étais bête, j'ai eu telle ou telle chose. Euh,
Maintenant, je dis plus trop que je suis bête, même si je trouve que je suis pas forcément super intelligente, mais c'est pas grave. Maintenant, ça me gêne plus en tout cas. Tu vois, toutes mes maladresses, toutes les choses que je fais différemment, bon, je l'ai accepté, ça, il y a aucun souci. Et tu as Mais fait tellement de choses aussi que ça te permet d'avoir confiance en toi et de te retourner et de te dire j'ai quand même fait et là, je me accompli dis, des choses. j'aurais au moins fait des choses pas trop mal en plus, parce que j'avais envie d'être engagée, j'avais Bien envie que ce sûr. soit des choses dans l'impact. Et, et en fait, juste maintenant, j'ai envie de dire et d'accompagner des jeunes porteurs de projets, justement, ou des solutions qui essayent de réduire des inégalités sociales ou sociétales ou économiques ou environnementales, parce que je pense que c'est important. On a tous un rôle à jouer, et même s'il est tout petit, on peut tous le faire. Et j'ai envie de leur faciliter les choses pour qu'ils perdent pas tout le temps, entre guillemets, que j'ai perdu. Parce que tu vois, là, j'ai 56 ans, donc mon petit garçon n'arrête pas de me dire, t'es plus proche des 60 que des 50 quand même. Je dis oui, merci. Mais du coup, tu vois, je me dis, avant c'était je vais être paralysée. Là, je me dis, en fait, plus l'âge avance, c'est pas la vieillesse qui me fait peur, c'est plus je me rapproche de la fin et de la maladie qui va me dire stop, tu peux plus. Et je vois toute ma liste des choses que j'ai envie de faire que j'ai encore pas fait. Je me dis, mais donc je me dis, le temps qu'on perd à observer, à être docile, tu sais, même dans le fait de s'adapter, la compensation, de faire ce qu'on attend de nous, et que nous, en fait, au fond de nous-mêmes, on n'a pas du tout envie de faire comme ça. Tu vois, un jour, j'ai fait une conférence, on me demandait pourquoi j'étais fière d'être française. Et moi, en fait, c'est pour un événement. Et il fallait dire, je suis fière d'être. J'avais le trophée. Je suis fière d'être française. Je dis, moi, je suis pas fière. Je, je peux pas le dire. Ça sortira pas de ma bouche parce qu'en plus, je suis autiste et je le pense pas. Et donc, du coup, je lui ai dit, je serai fière d'être française le jour où, en France, on sera capable d'être agile, d'être impactant, de déployer des solutions qui permettent justement de permettre à tous l'égalité sur tel et tel sujet. Et du coup, je l'ai mis au conditionnel, j'ai dit, tu vois, et en fait, quand j'ai pitché, je me suis dit, je me suis vautrée, j'ai pas obéi au, tu sais, ils avaient fait une espèce de Bien cadre sûr. Ouais, sympa ouais. pour que tout le monde dise, etc. Moi, j'y suis allée franco avec, je dis, Tu l'as tant envoyé pis, aux je fraises, ouais, pitch bien pas du sûr. tout ce qui est prévu, mais une fois de plus, je me lèverai demain matin, c'est pas grave. Et ils m'appellent le lendemain, ils me disent, je me suis dit, je vais me faire passer un savon, ils m'avaient dit de ne pas le faire, et j'ai écouté personne, j'en ai fait qu'à ma tête. Ils disent, bah écoutez, c'est vous qui avez gagné, etc. Je dis quoi? C'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu t'assumes et que ça marche, tu vois, quand je parlais de perte de temps pour les jeunes entrepreneurs, déjà, c'est éviter les pièges, éviter les obstacles, avoir les bonnes pratiques. Je suis toujours sur le même projet, tu vois, de sécuriser et d'accompagner des porteurs de projets ou des projets, et surtout que tout ce que j'ai fait, ça serve. Une fois de plus, c'est comme les mises en relation, etc. Une fois que je les ai, si je ne les partage pas avec des gens, ça leur fait gagner 1 an parce qu'ils auront discuté avec quelqu'un qui avait travaillé sur le même sujet mais qui s'est planté, par exemple, lui dire bah, justement, on fait surtout pas ça. À quel moment Bien sûr. tu n'as pas envie de partager, tu vois, de dire moi C'est j'en ai clair. plus besoin, entre guillemets, tu vois, ou je suis sur d'autres sujets, mais c'est surtout que je trouve ça dommage. Ok. Donc voilà, maintenant je me sens légitime au moins pour ça. Ok. Voilà. Et question plus sur le pricing de tes conférences. Comment tu fais pour fixer ton prix et quels sont tes tarifs? C'est quoi le tarif d'une Alors, conférencière? c'est hyper. Une fois de plus, c'est multifactoriel. Tu vois, est-ce qu'il faut que je sois là toute la journée? Est-ce que c'est à l'étranger? Est-ce qu'il y a un travail de préparation parce que, par exemple, c'est un événement annuel sur 3 jours et il y a quand même un état d'esprit, une ligne rouge et il faut co-construire avec les autres conférenciers pour que, tu vois, la conférence finale de clôture de l'événement elle soit juste géniale. Est-ce que c'est une keynote? Est-ce que c'est une masterclass? Est-ce qu'il y aura 10 personnes et c'est dans un café? Je fais aussi des choses comme ça parce que j'aime bien. Euh, pour de l'associatif ou des sujets qui m'animent et sur lesquels j'ai envie de m'investir. Moi, j'aime, et puis je pense que c'est comme la stratégie, tu vois, j'aime pas faire du sur-mesure. J'aime bien faire du sur-mesure, tu vois. J'aime, j'aime pas traiter ça comme on est dans l'humain, on va transmettre un message. Moi, j'ai même des boîtes qui me disent, bon, telle heure, telle date, etc. Ils me disent, vous faites ce que vous voulez. Je dis non.
Tu vois, on revient à mon problème quand j'ai voulu être, être à mon compte. À quel moment tu tiens pas compte des valeurs de la boîte qui t'a demandé d'être speaker? C'est quoi leurs valeurs? Quel message elles veulent faire passer? C'est quoi leurs enjeux dans les années à venir, etc. Moi, j'ai besoin de connaître la personne. Enfin, je suis pas un automate, je suis pas un robot. Bien sûr. J'ai besoin de connaître le contexte, l'objectif, les difficultés, qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Donc, une fois de plus aussi, il y a des choses où je dis non. Tu vois, il y a pas longtemps, il y avait justement, il y a eu un événement comme ça qu'on m'a proposé, 20 000 € pour 2 jours à l'étranger, euh, du travail quand même de préparation et tout, pour tous les grands pontes voilà, du monde entier de la boîte en question, Ok. que j'ai réussi à pas citer. Euh, Ils en avaient rien à faire de. Ils étaient même pas allés voir. Enfin, ils avaient vu mon profil, mais tu vois, quand c'est super douloureux d'être traité comme ça, Bien tu sûr. vois. Et je me suis dit, je vais pas être inspirante, je vais pas réussir à. Je sais que, tu vois, je vais pas arriver à aller jusqu'au bout du truc. Donc, je leur dis, écoutez, voilà, il y a deux options. Soit on travaille pas ensemble, soit Si on travaille, c'est sous on ces travaille, conditions. mais à ces conditions, au moins que je rencontre une ou deux personnes, que je puisse échanger, etc. T'as l'impression Donc, d'être un produit market, quoi. exactement. Ouais. Et ça, moi, même super bien payé, parce que 20 000 € 2 jours, ça m'est pas arrivé souvent. J'espère que ça m'arrivera souvent, mais tu vois. Euh, et autant je peux faire du bénévolat sur certains sujets, parce que il faut qu'il y ait une parole de dite, peut-être sur des sujets aussi difficiles où personne ne va aller se gameler et Oui, prendre bien le sûr. risque, ou tu vois, ou en Ouais. termes d'image, ou tu sais, le handicap, ça peut être compliqué, la maladie, ça peut être compliqué d'en parler, les violences, ça peut être compliqué d'en parler. Donc quand on me sollicite sur des sujets comme ça, bon, à part le déplacement ou des choses comme ça, ou sinon mais je trouve ça dans la démarche hyper important. Après, voilà, il y a des gens qui disent, voilà, j'ai fait un TEDx, donc mon minimum, c'est ça, etc. Bon, moi, ça, j'ai un peu. En fait, je crois que j'ai du mal avec tout ce qui est normé, classé. Et c'est pas parce que je pense que je suis en situation de handicap, c'est juste que la Bien sûr. nature est faite de façon à ce que le cadre peut être différent, tu vois. Et j'ai du mal à me mettre sur un truc où je dis, je fais ça toute ma vie, ok, tarif A et B, vous choisissez ou je choisis, Ouais, bien et sûr. c'est emballé. On s'est même pas attardé sur c'était quoi l'objectif, qu'est-ce que vous recherchez, pour que je puisse dire non aussi, tu vois. Il y a des Ouais, trucs, c'est j'ai clair. pas envie de m'embarquer dans des trucs où je vais pas savoir faire, ou il y a quelque temps, on m'a demandé la l'IA, et particulièrement dans la Smart City, donc ça j'ai dit ok. Et après dans la domotique, là j'ai dit je m'y connais en domotique, pas de souci, mais je suis pas experte. Donc je dis bon attention, tu vois, je veux pouvoir aussi que, il faut être honnête aussi. Alors, les gens C'est qui me clair. disent, mais t'aurais dû dire oui, bah non. Et après non, non, les choses, je préfère qu'elles soient dites honnêtement, quoi. On rend service à personne sinon. Ok. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui cherchent encore leur voie, que ce soit en études sup, de jeunes actifs? Bah, moi, je trouve que c'est, comme, comme on en a parlé, se confronter aux gens qui sont sur le métier dont tu rêves. Tu vas vite te rendre compte que tu n'en rêves peut-être plus, parce que tu n'avais pas imaginé ce qu'il y avait Tous les derrière, alentours et... dans la vraie vie, etc. Comme tu disais tout à l'heure, avoir pas beaucoup de temps, moi, ça ne me dérange pas. Je suis très productive et j'adore, mais ça veut dire pas de vacances, ça veut dire, ou pas de week-end quand tu es entrepreneur. Tu as un enfant, tu es maman toute seule, solo comme moi. Ah, tu peux pas te permettre de travailler, il faut que tu t'occupes quand même de ton enfant, puis il a besoin de toi, tu vois. Donc c'est aussi le cadre, la fonction peut te convenir, mais le cadre et les conditions de réalisation peuvent ne pas te convenir. Et toujours, moi, avec cette idée de valider, c'est-à-dire d'être confronté. Si tu es entrepreneur ou salarié, salarié, tu te renseignes sur la boîte, sur les anciens, sur je sais pas quoi. Entrepreneur, aller tu vois, à des meet-up, à des événements où il y a d'autres entrepreneurs, que tu puisses discuter avec eux, comment ça se passe au quotidien, que ta solution, tu la testes au début dans un cercle fermé, bienveillant, et puis au fur et à mesure que tu vois. Mais c'est vraiment, moi je pense que, évidemment, il y a la somme de travail. On n'a rien sans rien. Tant mieux s'il y a quelque chose par hasard, mais tant pis, tu sais pas t'organiser, ni te vautrer. Tu vois, tu as eu de la chance, tant mieux. Mais la chance, c'est pas une compétence, tu vois. Il faut qu'elle se représente à chaque fois. Donc, j'espère que tu vas vivre vieux, donc tu n'auras pas de la chance tous les jours. Donc, le travail, un cadre, sécuriser le projet, un cadre, des étapes. Moi, je vois trop de gens qui me disent, je reste de faire ça.
Ils n'ont pas de plan d'action, ils n'ont pas de point étape, ils n'ont pas de point de C'est des idées à vigilance. l'état pur, quoi. Il y a aucune. Et ils y vont. Mais je veux dire, ça n'existe pas. Je dis n'importe quoi, tu veux faire de la natation, tu t'achètes un maillot de bain. Tu veux faire du vélo, tu t'achètes un vélo. Tu veux créer un projet, donne-toi les moyens de réaliser ce projet. Que ce soit en temps, en argent, en budget, en relation. Quelqu'un qui veut faire un projet et qui ne veut pas en parler, on va jamais y arriver, tu vois. Ou alors, il a les moyens d'embaucher quelqu'un qui va aller parler à sa place, tu vois. J'ai dit ça parce que je l'ai connu. J'ai eu un dirigeant qui était trouillard et qui n'osait pas parler en public. Et bien à ce moment-là, il faut prévoir, il faut se donner toujours les moyens de, tu vois, de réaliser ses rêves ou ses projets. Et pour moi, le travail, la ténacité, ne rien lâcher, si c'est vraiment ton truc, sauf si le projet est pourri, qu'il faut le faire pivoter, tu vois. Mais je veux dire, à un C'est moment sûr. donné, voilà, être prêt aussi à dire, J'abandonne. il Je passe à faut. autre chose. Et ça, c'est compliqué aussi. Tu as investi 5 ans, 3 ans dans un projet auquel tu croyais, pour une question de marché ou de n'importe quoi, ça capote, puisque ça fait partie de la vie aussi. Renoncer, dire j'arrête, en disant mais non, mais j'essaye encore une fois, je travaille encore 6 mois dessus, et de finir par t'endetter, par mettre ta famille en péril. Tu vois, il peut y avoir plein de choses qui font que sécuriser, pour moi, c'est le B à bas dans tout ce qu'on fait, et les conditions de réalisation. Euh, Si tu ne te donnes pas les moyens, les compétences, le bon réseau, euh, et puis entretenir, et j'allais dire se former, mais essayer de se former à la résilience. Ça, c'est... si c'est pas ton entreprise, à titre personnel ou pro, des crises, il y en aura tout le temps. Crise politique, économique, environnementale, financière. Ça peut être des normes qui changent, ou le gouvernement a décidé qu'en termes de fiscalité, ça va mettre à mal les conséquences sur ta solution Ouais, business, ton exactement. modèle économique, etc. Être capable de se dire, demain, ça peut être fini, ou ça peut être différent. Il faut peut-être tout reconstruire, il faut être prêt à l'entendre, à l'accepter, et à se dire, ok, go, ça va être compliqué, mais je lâche pas parce que, etc. Et la résilience, en fait, tu n'es pas résilient. C'est pas une compétence native, mais tu peux l'acquérir. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Et quelqu'un, quel que soit son projet dans la vie, il se fait virer de son job, cette capacité va te servir pour tout. Professionnellement, personnellement, avec tes amis, quand tu as des conflits, cette capacité, elle doit être presque primaire. Il faudrait, tu sais, dans les atouts primaires qu'on devrait Ouais, nous bien sûr. enseigner, même petit, en disant, il va y avoir la dépression, la maladie, le chômage, le divorce, le handicap, les crises, il y en a des multiples qu'on est en train de traverser. C'est une compétence qu'on devrait donner à tout le monde dès l'école. Savoir rebondir, savoir que ça va être compliqué. C'est clair. Voilà. Donc voilà les La quelques résilience. petites clés. Voilà. Et l'espérance, rêver. Il n'y a pas il y a même un spécialiste qui est Boris Cyrulnik qui en parle très bien. Il n'y a pas de résilience sans espérance. Si tu rêves pas à quelque chose, tu n'as pas envie de te relever. Et c'est cette espérance, cet optimisme qui disent, bon, ça va être dur, mais bon, ça vaut le coup. Et si tu n'as pas de rêve, ben, tu restes à terre parce que tu n'y arrives pas, tu vois. Donc même c'est des Clair. trucs loufoques, te dire, bah, peut-être qu'un jour j'irai, moi je rêvais, tu vois, faire de la plongée. Avec mon handicap, personne ne voulait me prendre parce que je peux avoir des problèmes respiratoires, je peux pas porter les... Donc on m'a porté les bouteilles et tout. J'ai mis 5 ans pour trouver le lieu, les personnes qui pouvaient m'accompagner et tout. Mais, mais voilà, j'y suis arrivée. J'ai couru à l'occasion de la course La Parisienne, alors que techniquement, je ne peux pas courir. Mais j'ai trouvé une femme formidable qui s'appelle Audrey, qui a créé une start-up qui s'appelle les Résilientes, entre autres. Et elle m'a dit, moi, je vais trouver une solution. Elle a entraîné des femmes pendant 1 an pour porter une Joëlette pour pendant toute la course, mon poids, etc. Et les derniers mètres, elles me les ont laissés franchir debout comme si Excellent. j'étais... Et c'était juste Topissime. extraordinaire, quoi. Donc, voilà, donc, comme je te disais, il faut oser rêver des trucs auxquels on n'aurait même pas pensé qu'on ferait un jour. Tu vois, moi, le Parc des Princes, la Tour Eiffel, jamais je me suis dit, je ferais ça quand j'étais même jeune adulte. Plus jeune, ouais. Donc, Ok. ouais, oser et rêver grand. Très cool de t'avoir reçu, Steph. Ça m'a fait Ben, très merci plaisir. infiniment. Et, euh, et je vais me mettre par là parce que je crois que cette caméra est coupée. N'hésitez pas à nous faire vos retours pour avancer, pour s'améliorer et toujours produire un contenu de meilleure qualité. Et puis, à dans 2 semaines.
Bon, merci beaucoup, Steph. Ben C'était non, mais top, écoute, avec toutes les galères.